Bonjour à tous, bienvenue à notre 9e rencontre de soutien en dépendance et en itinérance qui portera sur l'implantation du panier de services élargi pour les personnes en situation de précarité. Je m'appelle Annie Larouche et je suis professionnelle de recherche au sein de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette rencontre. Donc, avec moi aujourd'hui, nous avons évidemment Dr. Marie-Ève Goyer, directrice scientifique de notre équipe. Nous avons aussi pour l'accompagner Mme Guylaine Dupuis, qui est conseillère cadre en soins infirmiers dédiée au continuum dépendance, population vulnérable, au programme de santé publique en réduction des méfaits et ITSS, santé au travail et chargée de projet de la prescription infirmière au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Aussi, Hélène Paul-Flitt, coordonnatrice du continuum de population vulnérable et intervention de crise à la direction des programmes santé mentale et dépendance aussi du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Et enfin, M. Philippe Gendron, travailleur social à l'équipe itinérance, programme santé mentale et dépendance du CIUS de l'Estrie. Enfin, Mme Rachel Benoît du CRIMIS va venir présenter les outils qui ont été développés pour vous soutenir en itinérance. Donc, les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui sont de présenter ce que devrait comprendre le panier de services pour les personnes en situation de précarité et comment l'implanter. En fait, le panier qu'on appelle le panier élargi. Donc, on va regarder un peu les enjeux qui peuvent être rencontrés dans l'implantation du panier de services, des pistes de solutions pour leur faire face, des éléments qui peuvent faciliter l'implantation du panier de services élargi, des partenaires qu'on devrait impliquer dans le processus et des outils et formations à mettre dans sa boîte à outils pour soutenir le personnel. Juste avant qu'on commence la rencontre, on vous invite à vous identifier sur Zoom, donc à indiquer votre nom et idéalement le numéro de votre région administrative. Vous rappelez aussi d'inscrire vos questions dans le clavardage tout au long de la présentation. Vous pouvez aussi, lors des périodes d'échange, poser vos questions directement en ouvrant votre micro et votre caméra. Donc, on vous invitera à le faire au moment requis. Et vous rappelez que la présentation est enregistrée et sera diffusée sur notre site Web dans la section des rencontres gestionnaires, mais aussi dans la section qui est dédiée au panier de services, panier minimal et panier élargi. Donc, je passe maintenant la parole à Dr. Marie-Ève Goyer. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux que je n'ai pas la chance de connaître, je suis donc la Dr. Marie-Ève Goyer. Je suis un médecin omnipraticien. Je travaille depuis plusieurs années en dépendance et en itinérance, mais j'ai la chance aussi de faire beaucoup d'organisations, de services et d'être la directrice scientifique de cette merveilleuse équipe. Vous comprendrez pour les nouveaux aujourd'hui que ce qu'on souhaite faire avec vous, c'est regarder vraiment les offres de services. On a déjà parlé du panier minimal, je vous le montrerai tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, c'est disponible en différé. Et là, comme Annie vous le disait, on parle du panier élargi. Mais sachez, et c'est de là la diapo que vous voyez là, notre souhait, c'est vraiment de soutenir l'ensemble des équipes qui ont une vocation pour les personnes en situation de précarité, donc dépendance, itinérance, troubles concomitants. Mais il y a aussi eu une lettre de financement opioïde qui est arrivée là, pour tous les établissements dans le cadre de leur mission CRD, qui vient en plus de ça pour certaines équipes soutenir l'implantation des 5 axes que vous voyez là. Donc, il y a vraiment des sous et des consignes claires qui ont été mises de l'avant par le ministère pour permettre la mise en place du panier minimal. Le membre du personnel des équipes puisse avoir accès à de la formation continue, que les équipes qui font du traitement agoniste opioïde ou qui traitent le trouble de l'utilisation des opioïdes puissent évaluer les barrières à l'accès et à la rétention dans leur service pour être sûr d'être le plus bas seuil possible, de toucher les personnes en situation de précarité, de favoriser l'intégration des parents aidants au sein des équipes. Et bon, il y a plusieurs enjeux là dont on pourra reparler là, aujourd'hui, spécifiquement en dépendance. Et finalement, d'implanter des services de consommation supervisée ou de prévention des surdoses. Et on a toute une nomenclature d'outils pour vous là, à cet égard-là, si vous souhaitez aller de l'avant. Pour les équipes qui sont concernées par cette lettre-là, si vous le souhaitez, il y aura une réunion de
une rencontre pour vraiment vous expliquer là, ce qui peut être fait, les outils qui sont disponibles pour vous le 28 septembre à 15h30 et vous avez reçu les informations dans le courriel et Karine va vous mettre comment vous inscrire là, pour ceux que ça concerne la lettre des fonds opioïdes. On se rappelle aussi, comme on se l'était dit à la rencontre précédente, que ce qu'on fait aujourd'hui est vraiment directement en lien avec la stratégie d'accès aux services de santé, aux services sociaux pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'interfaces communes. La stratégie nous dit finalement qu'on devrait, dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, favoriser l'accès, la continuité et la qualité des services, entre autres par l'accompagnement des personnes à différents égards, et on va en parler, on va parler d'outreach, on va parler d'accompagnement aujourd'hui, et mettre en place aussi divers mécanismes de collaboration, des trajectoires, d'adapter l'offre de services et de voir assouplir certains critères d'accès. Donc, on est vraiment à cet égard-là où on souhaite regarder avec vous, clarifier qu'est-ce que c'est l'offre de service minimale qui doit se retrouver dans l'ensemble des équipes qui touchent ces personnes-là versus ce qu'on fait aujourd'hui, une offre de service du panier élargi pour des équipes qui ont un mandat un peu plus spécialisé pour aller vers les personnes en situation de précarité. Ici, ce que vous voyez, c'est une proposition de continuum et ce qui manque même dans ce continuum-là. Donc, on a été plus dans des équipes où il y a des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, mais il manque aussi tout le volet des services généraux. Donc, de voir un peu, et on se retrouve un peu devant ça au Québec, qui fait quoi? Qu'est-ce qu'un groupe de médecine familiale, qui n'a pas nécessairement une spécialité pour les personnes en situation d'itinérance ou aux prises avec une dépendance, devrait être capable d'offrir comme service versus certaines GMF ou certaines cliniques qui ont beaucoup plus de ces patients-là, qui ont développé une certaine expertise, versus qu'est-ce qu'on fait quand on est une équipe donc, c'est le mandat et ces équipes-là, habituellement, se retrouvent dans les directions santé mentale et dépendance, donc les équipes de proxy, appelez-les équipes itinérance, les SII, même certains CIM et CIV prennent une portion de cette mission-là pour aller offrir des services un peu plus spécialisés. Et la flèche que vous voyez là, c'est plus on monte dans les services spécialisés, plus on devrait être chez des individus en train de desservir des individus en situation de très grande précarité qui ont de la misère ou qui ne rentrent pas du tout dans les services dits usuels, et plus on devrait être en mesure d'offrir de l'intensité de service, et de là, la définition des paniers. Donc, il y a un panier minimal que tout le monde devrait être capable d'offrir, puis il y a un panier un peu plus élargi pour les équipes plus spécialisées qui rencontrent des personnes qui, malheureusement, vont avoir beaucoup de difficultés à obtenir leurs services ailleurs dans le réseau. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui pour le mettre en place, ça prend une assise très, très solide au niveau de la quadrigestion, comme vous voyez là. Donc, et on est vraiment content de voir arriver parmi nous aujourd'hui. Donc, je salue les directions des soins infirmiers, les directions des services multi qui sont avec nous parce qu'on se rend compte effectivement que pour que ça fonctionne, il faut qu'on travaille tous ensemble et donc, il faut qu'il y ait une co-gestion avec gestion et médecin, mais il faut que les directions soutien soient vraiment très, très proches et mises dans le coup pour que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on va essayer de faire la rencontre et de vous présenter les différents niveaux. On s'appuie aujourd'hui, tout ce qu'on va vous dire découle des travaux qu'on a fait avec mon équipe là, il y a de cela maintenant 3 ans et demi à peu près. Et pendant 2 ans, on a fait vraiment un travail de recherche. On est allé recenser l'ensemble de la littérature sur qu'est-ce que ça devrait être, les soins, comment on devrait organiser les soins pour les personnes en situation de précarité et quels devraient être ces soins-là. Et pendant ces 2 ans-là, donc, on a parcouru la littérature grise, la littérature officielle, mais on a fait la tournée du Québec des équipes qui offraient le traitement agoniste opioïde pour les personnes en situation de précarité. On est allé voir beaucoup d'usagers, des organismes communautaires. Et tout ça a amené à 10 recommandations pour des pratiques optimales pour la prise en charge de troubles liés à l'utilisation des opioïdes.
Toutefois, vous pouvez très facilement enlever le mot opioïde et vous vous retrouvez avec des pratiques optimales pour les personnes en situation de précarité. À travers les rencontres des gestionnaires, on prend chacune de ces propositions-là et on essaie de soutenir les gens à l'implantation de ces propositions-là au Québec. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la proposition numéro 8 et cette proposition-là, justement, nous dit qu'on devrait être en mesure d'offrir le suivi en continu et en fonction de la précarité de la situation de la personne. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, cette proposition-là? Ça veut dire que les personnes en situation de précarité ou les personnes en situation d'itinérance ou avec une dépendance, ce n'est pas un groupe homogène. Donc, il faut aller voir qu'est-ce que c'est la situation, quel est le niveau de la précarité, est-ce que cette personne-là peut cheminer facilement dans le réseau ou peut-être avec un petit coup de pouce, un accompagnement, ou est-ce qu'on est vraiment tellement dans la comorbidité qu'on doit être capable d'offrir in situ certains services et quels sont-ils? Et c'est justement là, ce qu'on va essayer de regarder avec vous. Donc, on essaye de faire une hiérarchie et une espèce de continuum de soins pour clarifier les rôles de tous et chacun. Et évidemment, plus la personne est comorbide, socialement, médicalement, et bien, plus on essaie d'avoir tout au même endroit. Donc, le fameux one-stop shop, c'est-à-dire l'espèce de tout inclus pour les personnes en situation de précarité. Donc, qu'est-ce que ça inclut, ce tout inclus-là? Qu'est-ce qui se passe là? Et où? Quels sont les partenariats qu'on doit être en mesure de développer pour offrir minimalement certains services qu'on pense là, qui doivent être disponibles dans l'ensemble des équipes? Ça veut donc dire, et on y reviendra, des collaborations formelles avec des partenaires institutionnels et des partenaires communautaires, on va en reparler tout à l'heure, pour s'assurer que ces besoins-là soient répondus. Des pairs aidants, idéalement, pour soutenir ça. On voit beaucoup ça en santé mentale, on le voit beaucoup moins en dépendance et en itinérance. Et bien sûr, une philosophie d'intervention basée sur la réduction des méfaits et sensible au traumatisme dans des équipes qui ont de la capacité de flexibilité, d'adaptabilité et d'individualiser au cas par cas. Et on est conscient que ce n'est pas toujours simple dans l'état de notre réseau actuel. Hélène, est-ce que tu veux nous dire, parce que les pairs aidants, ça sera un sujet d'une des présentations le plus tard dans l'année, mais il y a quand même des enjeux au niveau de la nomenclature des pairs aidants. Fait que je ne sais pas si tu veux réagir maintenant ou plus tard sur les démarches par rapport à inclure un pair dans les équipes formellement dans le réseau. Je peux peut-être me permettre une petite parenthèse, puis je compléterai plus tard là, si ça revient sur le sujet, mais effectivement, en fait, il y a plusieurs établissements qui ont commencé à intégrer des pairs aidants. Ce qu'on rencontre comme enjeu ou comme obstacle, c'est qu'il n'existe pas une nomenclature dans les postes formels des SUS. Donc, on utilise plusieurs moyens créatifs pour intégrer de façon plus pérenne les pairs aidants au sein des équipes, mais ça peut rencontrer certains enjeux en termes de reconnaissance ou d'enjeux par rapport à des exigences qui seraient rattachées à une nomenclature qui est déjà existante. Donc, il y a des travaux et des réflexions qui se font, là, je crois, à différents niveaux pour faire avancer et pour vraiment permettre de dire qu'on a une reconnaissance d'un père aidant, il y a un titre formel, une nomenclature formelle et des exigences qui sont cohérentes avec la pratique des pères aidants, donc une façon là, de vraiment reconnaître leur rapport et leur unicité au sein d'une équipe traitante. Merci. Tu ouvriras ta caméra pour qu'on te voit la prochaine fois, Hélène. Donc, plusieurs enjeux, comme je vous disais, on en fera là, une rencontre dédiée là, pour les gens d'entre vous qui souhaitent s'en aller en ce sens-là. Ensuite de ça, la prochaine diapo, on continue à ce sens-là, mais c'est la même chose que je viens de vous dire, mais en graphique. La philosophie d'intervention, ou en tout cas la vision derrière tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est de dire plus quelqu'un est en situation de précarité, donc plus il s'en va vers la droite, plus l'intensité du soutien qu'on va devoir donner à cette personne-là devrait être élevée et plus on devrait intégrer des services sur place. Donc, plus on devrait s'en aller vers le modèle One-Stop Shop. Il y a des enjeux liés à ça, on va en reparler tout à l'heure, mais l'objectif, c'est vraiment que vous identifiez bien, puis là, ça aussi, c'est un enjeu, qui va où, puis quand est-ce que cette personne-là est pour notre équipe versus quand est-ce qu'il pourrait être dans une autre équipe avec de l'accompagnement. Et quand on parle d'intégration de services, on parle de quel service, puis qu'est-ce qu'on devrait mettre en place. Donc, c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui.
Alors, pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous lors de la dernière rencontre, on avait parlé justement du fameux panier minimal. Donc, et ça, ça vaut pour les équipes qui font du traitement agoniste opioïde, mais ça vaut pour l'ensemble des équipes en itinérance qui voient des personnes en situation de précarité. On a peiné au Québec à définir qu'est-ce qu'on doit avoir dans nos poches, qu'est-ce qu'on doit être capable de déployer pour cette personne-là. Donc, vous avez ici l'espèce de minimum de base qu'on s'attend à retrouver dans l'ensemble des équipes, incluant dans les groupes de médecine familiale qui vont voir ces personnes-là. Et ce que vous voyez en haut, c'est le traitement agoniste opioïde là, dans des équipes qui voient des personnes avec une dépendance aux opioïdes. Mais sinon, bien, en situation de précarité, on s'attend à être capable d'évaluer et de gérer le fait qu'il y ait de la polyconsommation, du dépistage d'ITSS, la vaccination, la contraception, les tests de grossesse, évaluation, prise en charge de santé mentale et de la distribution de matériel essentiel de réduction des méfaits. Donc, on est dans de l'analoxone et la distribution de matériel d'injection et d'inhalation pour l'ensemble des équipes. On a passé vraiment là, la rencontre précédente sur ce panier-là. Vous voyez que c'est un panier qui est très, très fortement basé sur des compétences infirmières et c'est une très bonne nouvelle. Ça permet de déployer un rôle infirmier élargi. Je vous le montrerai tout à l'heure, préparer un outil justement pour que vous n'ayez pas à recommencer la roue de tout ce que ça vous prend comme matériel, comme formation, comme habilitation pour être en mesure de déployer ce panier minimal-là assez rapidement. Donc ça, c'est notre rencontre précédente et je vous montrerai, elle est disponible sur notre site Internet pour ceux qui voudraient visualiser l'enregistrement et si vous avez des questions par rapport à ça, on est disponible pour y répondre. Aujourd'hui, on va une étape plus loin. On est dans les, comme je vous dis, on monte là, dans la flèche vers les gens qui, on pense, auront de la difficulté pour l'instant à fréquenter d'autres instances dans le réseau. Et là, on élargit l'offre de services. Donc, comme vous le voyez en haut à droite avec la petite croix, on va vers des soins de santé de première ligne pour des problématiques liées à la consommation, des problématiques de base comme par exemple les plaies, les poux, la gale, les infections des tissus mous. On va sur des prises de sang sur place pour des clientèles qui ont de la difficulté à aller vers les autres services, mais vous voyez quand même que tout en haut, il y a de l'accompagnement. Donc, on regardera au cas par cas, ce n'est pas toujours possible de le faire, mais si vous avez une modalité d'accompagnement, au moins, on peut soutenir la personne. La réponse aux besoins de base, ça sera notre première catégorie qu'on va regarder. Soutenir la personne dans l'accès au logement, l'hébergement, alimentation, vêtements, documents d'identité, entre autres l'accès à la carte RAMQ, qui est un grand enjeu actuellement, comme vous le savez. L'enseignement à la consommation à risque réduit, le traitement du VIH et de l'hépatite C, surtout dans le contexte actuel où le traitement de l'hépatite C est rendu d'une simplicité désarmante et on peut en guérir. Et les services de proximité, on fera la différence tout à l'heure, où on va aller chercher les personnes et même des fois délocaliser nos services vers les personnes au lieu d'attendre qu'elles viennent vers nous. Donc, c'est ce panier-là qu'on va regarder aujourd'hui. Et tout ce que je vais vous dire est disponible sur notre site Internet. Nos 2 rencontres, et le panier minimal et le panier élargi, ont été enregistrés sous forme de webinaire. Et vous avez reçu donc le lien sur notre site Internet pour avoir l'ensemble de ce qu'on dit, des enregistrements, mais aussi il y a vraiment une page dédiée où vous allez avoir la boîte à outils. Donc, on vous a préparé une boîte à outils que vous avez reçue par courriel pour vous empêcher de réinventer la roue parce que c'est très, très lourd et fastidieux faire le tour de toutes les formations disponibles, comment aller chercher de l'analoxone, le droit de prescrire, etc., etc. Donc, tout ça va se retrouver dans la boîte à outils qui était dans votre courriel et on va vous montrer là, aujourd'hui tranquillement les différentes portions de cette boîte-là pour référence ultérieure. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, allons-y, commençons sans plus tarder sur chacun. Donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui, qu'on regarde avec vous chacune des portions du panier élargi pour être sûr que c'est clair, que vous puissiez poser vos questions. Et comment ça va fonctionner? C'est qu'on va regarder, on va faire le tour de la fleur et des fois, on va regarder une pétale à la fois, des fois, on va prendre 2, 3 pétales.
On va discuter donc avec nos invités pour qu'ils nous exposent un peu concrètement. Vous allez devoir vous attendre à quoi comme enjeu? C'est quoi les réflexions qu'on a eues à travers les années qu'on a essayé de déployer ça? Les écueils peut-être à voir venir, les enjeux pour vous faciliter la tâche. Et après chacune des pétales, on va avoir à peu près un petit 5 minutes si vous avez des questions pour jaser ou si vous voulez nous partager des bons coups ou comment vous avez réussi. Dans le chat, il va se passer beaucoup de choses. Donc, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous êtes bienvenus aussi de nous poser vos questions ou de nous dire comment vous avez réussi telle chose, vos réflexions par rapport à chacune des pétales dans le chat, sans problème. Donc, ne vous gênez pas. Donc, j'invite mes camarades qui vont prendre la parole, Hélène et Philippe, à ouvrir leur caméra et on va aller sans plus tarder dans une première partie qui n'est pas la moindre. Quand on rencontre des personnes en situation de précarité, très rapidement, on est confronté au fait que, oui, la santé, mais souvent, c'est vraiment le social qui prend beaucoup de place. Et comment est-ce que, comme équipe qui a une vocation habituellement santé, on va répondre aux besoins de base comme logement, aliments, vêtements, etc. Donc, ce qu'on vous a mis en haut, c'est des exemples des besoins de base qui sont souvent demandés ou souvent des enjeux dans nos équipes. Accès au soutien au logement tout le temps pour toutes les personnes en situation d'itinérance. Donc, comment est-ce qu'on réfère vers les hébergements? Comment est-ce qu'on sait qui, quand, où? Qu'est-ce qu'on peut prévoir au niveau de l'alimentation, des vêtements, mais aussi de tous les processus de paperasse. La RAMQ étant un facteur hautement limitant, vous le savez comme moi, pour nos patients, d'avoir accès à d'autres services. Donc, plusieurs de vos équipes acceptent déjà de voir les gens sans RAMQ. Plusieurs des médecins qui travaillent dans ces équipes-là sont à tarif horaire, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir la RAMQ pour pouvoir facturer. Ça enlève cette contrainte-là. Mais on est aussi devant beaucoup d'enjeux administratifs, donc de contraintes à l'emploi, d'aide sociale, de fiducie, etc., etc. Donc, Philippe, je ne sais pas si tu as envie de commencer à nous dire de votre côté, puis de nous expliquer un peu, premièrement, de te présenter, de nous dire qu'est-ce que tu fais, dans quelle équipe tu travailles, puis quelles sont vos réflexions, vos enjeux là, par rapport à, dans l'équipe itinérance à Sherbrooke, la réponse aux besoins de base pour vos usagers. Bon, bonjour, merci beaucoup là, pour l'invitation. En fait, je tiens à vous dire qu'on a changé de nom. Maintenant, on s'appelle l'équipe Proximité Accès. Donc, tout récemment, on a décidé de plus nommer se nommer comme équipe itinérance uniquement. Au niveau des besoins de base, on couvre beaucoup de besoins de base, mais sur à une petite échelle. Donc, parfois, on a des dépannages alimentaires, d'autres fois, on n'en a pas, mais on vise à ce que la personne puisse avoir accès aux services d'aide alimentaire, de faire en sorte que la personne développe l'habitude de se procurer de la nourriture ou des vêtements, mais on en a toujours, peut-être moins pour la nourriture récemment, mais on a toujours quelque chose qui pourrait faire en sorte dans un premier temps, de venir en aide à la personne. Pour ce faire, c'est sûr que les partenariats sont essentiels. C'est quelque chose qu'on doit travailler de façon continue parce que les ressources changent, les services, les personnes aussi, ça dépend beaucoup là, souvent des gens qui sont en place à ce moment-là dans les ressources, de maintenir toujours un lien avec les ressources dédiées aux besoins de base. La même chose pour ce qui est de la recherche de logement. On en fait un bout, mais il y a aussi des ressources qui sont dédiées à ça, puis on amène les gens à ce qu'ils puissent avoir accès plus facilement là, aux ressources. On essaie souvent de ne pas saturer l'équipe justement d'organiser des dépannages alimentaires de façon continue ou d'offrir des vêtements et tout, parce qu'à un moment donné, on a pu, on ne fait que ça. C'est bien agréable, mais on ne fait que ça. Puis, ça nous empêche de faire d'autres volets de notre mission. Puis, un autre enjeu assez important, c'est de maintenir nos liens avec les ressources parce que les mécaniques changent souvent.
des services. Donc, on doit toujours être à jour. Puis, on essaie aussi d'être proactif puis de créer en partenariat avec les ressources souvent communautaires de nouveaux projets, que ce soit pour des téléphones cellulaires ou des ensembles de départ pour partir en appartement. Bien, on va être en lien à ce moment-là avec une ressource qui s'occupe spécifiquement de ça. Puis, on va pouvoir faire en sorte que la personne puisse avoir accès au service. Fait que c'est une espèce on fait une partie, mais on a beaucoup de partenariats, puis c'est une chose qui est centrale là, dans l'approche, puis qui est un enjeu qu'on doit toujours tenir bien en vue. Puis ce que tu nommes, Philippe, c'est une tension, puis un des enjeux que vous devez voir venir, c'est la juste ligne entre comment est-ce qu'on répond aux besoins de base, un peu, et lesquels, versus comment est-ce qu'on ne dédouble pas ce qui se fait déjà dans le communautaire, puis comment est-ce qu'on se garde du temps aussi pour s'assurer qu'on fait notre plus-value. Dans le sens où, si comme équipe spécialisée du réseau de la santé, bien, vous êtes à distribuer des vêtements et de la nourriture toute la journée, peut-être que vous n'êtes pas en train de traiter la santé mentale ou etc., etc. Fait qu'il y a comme un sweet spot, pas toujours facile à trouver, qui est en réévaluation constante, mais c'est sûr que si vous voyez des gens en grande précarité qui ont des plaies, puis que vous n'avez pas de bas sec puis de nouveaux souliers, bien, des fois, on est un peu mal pris. Et voilà. Vous voyez des gens qui viennent s'injecter chez nous de l'hydromorphone 3 fois par jour, puis vous n'êtes pas capable de fournir une petite carte de cafétéria ou un petit boost, ben, les gens, ils prennent une bonne partie de leur journée pour être chez nous. Donc, on est toujours dans cette tension-là, puis on y reviendra. Je pense aussi dans ce qu'il faut souligner, c'est l'importance aussi des fois de tous les certificats médicaux, d'aide sociale, de contraintes à l'emploi temporaire ou sévère, qui des fois vont être des leviers de sortie de l'itinérance. Surtout quand on trouve un logement et qu'on n'est pas capable de payer le logement et qu'on a quelqu'un très malade devant nous. Et ça, les médecins, on est souvent pas très formés ni habilités à bien positionner ça. Ou juste à dire à la personne en région, ben, est-ce que tu veux que je te signe un document pour que tu aies ta carte de transport gratuitement ou que sais-je, tes taxis remboursés? Ça peut vraiment être des game changers là, pour certains de nos patients. Puis ça, c'est pas toujours bien connu dans ce qu'on peut faire. Hélène, je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter là, par rapport aux besoins de base. Effectivement, je pense que Philippe a nommé là, plusieurs des enjeux que j'aurais soulignés moi-même. Une des choses que l'on voit, puis je vais me resituer un peu là, par rapport aux services qui sont sous ma responsabilité, mais moi j'ai des équipes à Centre-Sud qui sont dédiées pour travailler auprès des personnes qui sont en situation d'itinérance, les équipes qui sont des équipes mixtes aussi, entre autres l'équipe Emery qui est avec le SPVM, donc des personnes en situation d'itinérance. Ça fait longtemps qu'on a des services qui sont spécialisés pour ces personnes-là. Donc, les services que j'ai sont des services qui ont beaucoup de vécu. Donc, il y a des écueils que nous, on vit maintenant, qu'un service qui est plus naissant, puis qui implante ou qui s'implante dans un milieu ne vivent pas, peut-être ne vivront pas, dépendant de la structure qu'ils ont donnée. Donc, je partage un peu là, le résultat de plusieurs années de rouler notre boss. Un des éléments que je dirais, quand on a plusieurs services qu'on offre, je prends l'exemple que tu donnais, Marie-Ève, de donner un boost ou de donner une carte de cafétéria, c'est que c'est quand même important de transmettre à la personne qui est avec nous pendant un certain temps, pendant un épisode de soins ou de façon brève, que si on l'oriente vers un autre service, ça se peut que les mêmes choses ne soient pas offertes dans le service. Parce que parfois, il y a ces attentes-là et ça peut être cause de frustration ou de friction avec l'équipe qui va accueillir la personne si cette personne-là est habituée que on va lui offrir à manger, on va lui offrir de nouveaux sous-vêtements, on va l'accompagner, on va lui donner beaucoup de choses qui vont autour de son offre de soins habituelle. Ça peut donner des fois des attentes que ça va toujours être cette offre de service-là qui lui est disponible, peu importe où est-ce qu'il est dans le réseau de la santé. Donc, c'est vraiment important quand même de situer la personne par rapport à ça et quand elle transitionne vers un autre service, de lui dire que ça se peut que ça ne soit pas tout à fait la même chose que ce que nous, on offre. C'est aussi important
de clarifier justement c'est quoi le core business de l'équipe, parce que le fait qu'on peut offrir plein d'autres choses autour peut faire que l'équipe perd un peu son focus et veut, de façon vraiment bien intentionnée, répondre à tous les besoins, utiliser plusieurs leviers avec la personne, mais on peut finir par prendre sur soi beaucoup de démarches qui, effectivement, pourraient être faites dans la communauté. C'est important de réseauter les gens avec leur milieu et leur communauté, parce que quand la personne, elle quitte nos services, si c'était nous et l'équipe qui répondait à l'entièreté des besoins et que c'était vraiment un one-stop shop, dans la façon très puriste de le voir, que tous les services sont à une seule place et il n'y a pas besoin de personne d'autre que son équipe traitante, ben, il y a un filet de sécurité qui ne s'est pas construit autour de la personne. Donc, quand la personne intègre un logement et où n'a plus besoin de services avec nous, ça se peut qu'elle se retrouve un peu vers rien. Et donc, elle va revenir vers l'équipe pour accéder à ces services-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est garant d'une transition vers d'autres services ou vers d'autres étapes là, dans la sortie de la rue. C'est d'avoir un beau réseau de ressources dans la communauté qui peuvent s'ajuster et s'ajouter à l'offre de services que l'équipe traitante a. Voilà. Je pense que tu nommes, c'est très intéressant. C'est comme s'il faut avoir une vision de transition toujours, puis comment est-ce qu'on peut toujours se donner les conditions gagnantes pour que la personne, quand elle n'aura plus besoin de nous, on aura fait notre partie, bien qu'on ne parte pas à zéro, qu'on est déjà préparé, parce que c'est très long, passer le lien, préparer la transition. On voit ça avec les sorties de centre jeunesse qui floppent souvent, où cette transition-là n'était pas assez préparée. Donc, on a plusieurs points de transition dans le réseau. Et des fois, effectivement, on a un beau succès, on trouve un logement. Donc, la personne, par exemple, ne répond plus aux critères pour une équipe itinérance, mais il n'y a pas d'autre filet de sécurité qui a été mis en place. Et ce que ça soulève, puis ça va être l'objet de notre prochaine rencontre aussi, c'est tout l'arrimage avec le communautaire. Et ce que tu nommes, c'est que des fois, on n'utilise pas bien le communautaire qui est là, donc c'est le mandat qui est souvent en capacité de faire plein des choses qui sont les besoins de base. Mais l'autre portion aussi qu'on voit, c'est que souvent le communautaire ne connaît pas bien non plus, donc voit des gens en très grande situation de précarité, puis ne connaît pas bien comment le réseau pourrait répondre, puis qui fait quoi pour les aider, se retrouve avec beaucoup de personnes et souvent en détresse avec des cas hyper lourds et en ne sachant pas qu'il aurait peut-être pu le référer vers telle équipe ou tel endroit. Donc, comment est-ce et ça, ce sera l'objet complet là, de notre réflexion de la prochaine rencontre, de comment est-ce qu'on peut formaliser, puis comme Philippe disait, comment est-ce qu'on peut garder le fil aussi parce que ça roule beaucoup dans le réseau et dans le communautaire, donc ça change beaucoup. C'est des grandes, grandes questions. Je ne sais pas, est-ce que vous avez aussi une réflexion par rapport au tout le mécanisme d'accès à l'hébergement subventionné? Parce que c'est quand même très difficile de s'y retrouver aussi. Comment, Hélène ou Philippe, dans vos équipes, vous réussissez ou comment vous vous organisez quand vous voulez soutenir des gens pour connaître, ne serait-ce que connaître et savoir ce qui est disponible en termes de logements subventionnés là, autour de vous pour la personne? Nous, on a un partenariat avec l'Office municipal d'habitation. On a 4 unités de logement supervisées. Puis on a aussi 4 subventions, là, si la mémoire est bonne, pour des PSL, là, donc des programmes de subvention au logement. Donc, à ce titre-là, ça demeure beaucoup de mois, d'années d'attente là, pour les gens qui veulent avoir accès à un logement subventionné. Mais plus on en fait, meilleur on est aussi, dans le sens que si on arrive à placer plusieurs demandes, à expliquer un peu la situation, faire en sorte, dans les enjeux, nous, ce qu'on a trouvé qui était difficile, entre autres, cette année, c'est de trouver la personne, notre client, un propriétaire qui est ouvert en même temps. Des fois, on a un, on n'a pas l'autre. Puis, pour avoir accès à une subvention, le client, la grandeur de logement convient, mais la personne est partie, puis on ne l'a jamais revu, donc on n'a pas pu faire en sorte de lui offrir ce logement-là. Des fois, c'est dans l'alignement des étoiles que c'est difficile.
comme j'imagine à Montréal aussi, il y a une pénurie de logements, peu importe. Puis les logements qui restent sont souvent très insalubres ou inaccessibles au plan du prix. Fait que ça demeure difficile. On n'a pas. Moi, c'est du jamais vu là, en 20 ans, une situation de logement aussi difficile. Ouais. Hélène? C'est sûr que Montréal, c'est un écosystème particulier de par sa grandeur, là, en termes de programmes d'hébergement qui sont rattachés soit à des refuges ou à des OBNL d'habitation avec justement la forme, les logements de propriétaires privés avec les différentes subventions qui sont possibles ou non. Donc, nous, on a quand même la chance que c'est un écosystème qui commence à se structurer. Donc, on travaille beaucoup avec nos collègues de Projet de logement Montréal qui sont capables aussi de nous pister vers il y a des opportunités là, il y a des opportunités là. Les différents refuges qui ont souvent des hébergements rattachés à leur refuge d'urgence sont capables aussi de prévoir une certaine transition en niveau d'autonomie et d'intégration dans des hébergements de plus longue durée. Mais assurément, il y a une coordination dans l'accès qui demeure quand même complexe et c'est un mythe parfois qui est quand même assez coriace où est-ce qu'on interpelle les équipes en disant « mais vous devez avoir des hébergements, vous, ou des accès privilégiés pour vos usagers. » La réponse, c'est non. On a les mêmes obstacles, les mêmes limitations que tous les autres programmes services qui travaillent auprès de cette population-là. Donc, c'est vraiment avec de l'huile de coude qu'on finit par trouver un espace. La chose que je voudrais quand même mettre de l'avant, c'est dans bien des cas, le logement, la transition de la rue au logement, c'en est une qui est complexe, c'en est une qui est fragile aussi pour des personnes qui ont un long passage à la rue. Et donc, ce qui commence à s'étayer comme réflexion à Montréal, c'est l'aspect de transition. Comment est-ce qu'on accompagne la personne? On a répondu à ses besoins de base et maintenant, on l'accompagne dans elle-même répondre à ses besoins de base pour que quand elle va être en logement, elle ait des réflexes ou elle soit beaucoup plus autonome que simplement dire tu es à la rue et tu vas à la Bono pour dîner et là, soudainement, tu es en logement, il faut que tu ailles faire ton épicerie, il faut que tu gères ton budget, il faut que tu te fasses à manger alors que ça fait 20 ans que tu n'as pas cuisiné. Fait que cet aspect de transition-là, on le voit comme étant un maillon manquant là, et donc, c'est une des pistes de développement qui va être explorée. Bien, ça met bien la table à notre prochaine diapo, mais juste avant qu'on y aille, donc notre prochaine diapo est justement sur l'accompagnement, donc de dire justement où est-ce que ça commence le mandat d'une équipe, puis où est-ce que ça finit, puis attention au point de transition, parce que des fois, ben, c'est check, la personne est en logement, mais on se rend compte que pour toutes les raisons que tu as dites, c'est pas aussi simple que ça. L'autre chose que je veux juste dire par rapport à ça, avant qu'on change de sujet, c'est attention aussi à l'écueil où on va vous demander, un peu comme Hélène disait, comme équipe qui dessert des personnes en situation de précarité, d'avoir votre propre offre de logement, vos propres services. Et là, le one-stop shop, là, on ne veut pas dire que vous devez être capable de tout faire, puis de faire de l'hébergement, puis des chirurgies du genou pour vos patients, évidemment. Et souvent, on n'a même pas les outils à l'interne pour évaluer et nos patients coteraient pour des hébergements dans des CHSLD, des ressources intermédiaires parce qu'ils sont très malades. Donc, attention aussi, il y a comme un écueil où parce qu'une personne est en situation d'itinérance ou aux prises avec une dépendance, c'est comme si toutes les structures usuelles étaient occultées alors qu'elles existent et que ces personnes-là ont le droit d'avoir plein d'enjeux biopsychosociaux, physiques, mentaux qui font en sorte qu'ils peuvent intégrer les ressources d'hébergement standards. Puis ça, bien, on a bizarrement tendance à oublier cette partie-là. Donc, bien, je vous remercie. Donc, c'est un grand sujet, comme vous voyez, la réponse aux besoins de base. Et il y a beaucoup d'outils qui ont été produits, entre autres par le CREMIS. Et tout à l'heure, là, il va y avoir une courte présentation du CREMIS sur certains de ces outils-là. Mais on vous a mis au niveau de la littérature, des formations, des outils disponibles, tout ce qui avait lien avec les besoins de base dans votre boîte à outils.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Il nous resterait un petit 5 minutes ou des commentaires dans notre audience. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous partager des bons coups, des problèmes, des enjeux à ce niveau-là dans vos équipes? Vous pouvez soit prendre la parole directement, lever la main ou faire un coucou dans le chat. Alors, n'hésitez pas pour les prochains sujets, au fur et à mesure, quand il vous vient des choses, mettez-nous-les dans le chat, puis on les reprendra à la période de questions. Il y aura toujours un petit 5 minutes là, de temps dédié pour vous, si vous le souhaitez, à la fin. Donc, allons-y pour les 2 prochains services. Donc, la table a bien été mise, comme vous voyez. On est dans le volet accompagnement et outreach. Donc, on fait la différence entre l'accompagnement et le outreach. Dans l'accompagnement, on soutient les personnes dans leur démarche, dans une logique vraiment de faire avec. Alors que dans le outreach, on sort. Donc, on va chercher les personnes et même on va aller délocaliser nos services pour aller rejoindre les personnes ou offrir des services dans le milieu. Donc, on les a séparés. La première est vraiment sur l'accompagnement. Ça peut prendre diverses formes, donc l'accompagnement juridique, recherche d'emploi, liens familiaux, mais aussi dans plusieurs moments où il y a des moments charnières comme les hospitalisations, le soutien dans les démarches pour aller dans le réseau, dans les rendez-vous et tout ce qu'on aimait tout à l'heure pour tout le volet d'accompagnement au niveau du logement. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités ici. Philippe, je ne sais pas, votre réflexion comme équipe dans l'accompagnement, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites ne faites pas, s'il y a des choses que tu souhaites nous partager à ce niveau-là. Bien, c'est sûr que je pense que l'accompagnement, on a peut-être une vision parfois un peu biaisée de ça. Moi, je trouve que c'est un acte qui est extrêmement important, surtout pour s'adresser, je dirais, là, aux services avec lesquels on compose avec notre clientèle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bout, je pense, là, avec que ce soit chez un médecin spécialiste ou chez un propriétaire, un bout que la personne est en mesure de faire, qu'elle ne fait pas nécessairement, qui est un peu dans la zone grise. Puis, c'est avec l'accompagnement qu'on peut réussir à faire le lien avec un propriétaire, un médecin ou pour n'importe quel service, puis établir un partenariat, puis faire en sorte que la personne, ait accès nécessairement au service ou au bien, peu importe. Puis, c'est une façon pour moi qui nous permet là, de faire en sorte que la personne s'adapte mieux, puis que le service en question puisse offrir pleinement sa mission. J'ai l'impression souvent que on dit accompagner quelqu'un, c'est du point A au point B, puis tu t'assois dans la salle d'attente. Non, c'est beaucoup plus complexe, large, puis les retombées sont souvent impressionnantes. C'est un acte qui, selon moi, n'a pas nécessairement un boom. C'est pas très beau accompagnement parce que je trouve que c'est beaucoup plus large puis complexe que ça peut paraître au premier abord. Ça permet aussi d'identifier les endroits où il y a une impasse, où il y a une incompréhension dans un service, puis de pouvoir le nommer, faire en sorte qu'il y ait un corridor de service qui se crée ou de constater que, si la personne dans ce tel service n'a pas le téléphone, elle n'aura jamais de rendez-vous. Elle ne pourra pas avoir accès à un soin de santé quelconque parce qu'on nous dit qu'elle n'est pas rejoignable. Je pense qu'il y a un bout que le service peut faire pour faire en sorte que la personne soit rejointe. Puis, on peut aider aussi ce service-là à ce que ça se fasse de façon plus efficace. Fait que je trouve que, en somme, l'accompagnement, c'est une posture d'intervention qui est très, très importante. Ouais.
Ce que tu nommes, c'est que l'accompagnement permet de dénouer beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux organisationnels qui font en sorte que le réseau limite l'accès parce qu'il faut un téléphone, parce qu'il faut un courriel, parce qu'il faut se rappeler que telle affaire, parce qu'il faut une voiture pour se rendre, parce qu'il faut être capable de lire pour trouver le bureau du spécialiste. Il y a aussi quelque chose que tu n'as pas nommé, qui arrive beaucoup dans l'accompagnement, je trouve, c'est tout le volet même de médiation culturelle entre le grand spécialiste puis la personne qui souvent va peut-être pas comprendre ou peut être capable de se dire comme il faut. Mais c'est pas encore très bien compris l'accompagnement. On voit plusieurs équipes du réseau qui sont moins habituées d'avoir des accompagnements, que ce soit des intervenants du réseau, mais par exemple, les pairs aidants ont souvent ce rôle-là d'accompagnement aussi, ou les organismes communautaires, et ce n'est pas toujours bienvenu. Alors, il y a des enjeux de confidentialité. Des fois, les gens veulent être sûrs, puis c'est bien correct que la personne est à l'aise. Mais il y a comme quelque chose à prévoir là si vous êtes une équipe qui dessert les personnes en situation de précarité où votre rôle ne sera peut-être pas très bien compris. Peut-être qu'on peut voir venir à l'avance ce genre d'enjeu-là pour qu'on ne soit pas non plus reçu comme un cheveu sur la soupe et qu'on puisse être utilisé à notre juste valeur. Je ne sais pas, Hélène, est-ce que tu avais des choses que tu souhaitais rajouter à cet égard-là? Oui, en fait, l'accompagnement, je pense qu'il faut que ça fasse partie aussi d'un échange avec l'usager parce que l'accompagnement, il y a un objectif à atteindre. Puis il ne faut pas que ça soit vu comme étant parce que je suis suivie par cette équipe-là, à tous mes rendez-vous pour toutes mes démarches, je vais avoir quelqu'un avec moi en tout temps, puisque la personne, elle est quand même aussi dans un processus, pas nécessairement de réadaptation, mais elle est dans un processus de développer son autonomie, puis on veut favoriser son empowerment, on veut que justement, elle s'approprie des outils pour un jour être capable peut-être de faire certaines de ces démarches-là. Donc, il faut toujours prendre un moment pour revisiter. La dernière fois, on est allés ensemble. Est-ce que tu as toujours besoin que j'y aille avec toi? C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qui t'inquiète? Comment est-ce que tu vas le présenter? Comment tu vas le dire au médecin? C'est quoi ton besoin? Donc, tu sais, de ne pas perdre de vue l'aspect clinique, l'aspect d'intervention derrière l'accompagnement. Le danger aussi de l'accompagnement, c'est quand il y a un clinicien qui accompagne un usager, parfois, surtout dans le réseau de la santé, c'est que ça devient une attente. Fait que là, on s'attend que quand on rencontre une personne en situation d'itinérance, bien, il va y avoir un intervenant et les professionnels, souvent, vont parler à l'intervenant et non pas à l'usager. Donc, il faut vraiment être sûr qu'on laisse toute la place à l'usager dans cette intervention-là, puis que notre contrepartie du réseau de la santé aussi comprenne que on est là pour l'aider, on est avec lui en alliance, mais que c'est lui le patient, c'est pas nous son tuteur. Nous, on n'est pas j'ai juste spokesperson dans la tête, mais c'est pas en bon français. Mais et de s'assurer aussi, quand on accompagne les équipes, de toujours leur ramener en tête qu'il faut rester, puis je le vois dans les éléments facilitants, faire avec, pas faire pour, parce que beaucoup de gens vont dire « je suis débordée ». Beaucoup de cliniciens vont dire qu'ils sont débordés, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de faire à la place de, et c'est là qu'on triche un peu la personne en dehors de l'opportunité de vraiment prendre sa place dans sa démarche. Mais ça revient de ce qu'on dit depuis le début à comment cet outil-là, qui est l'accompagnement, peut être utilisé pour faciliter, mais non pas quelque chose qui est statutaire en soi, puis que ça va être là pour le reste. Puis ça, bien, même dans vos équipes, vous allez le voir. Ah, bien, nous, on fait de l'accompagnement. Mais tout accompagnement n'est pas égal par ailleurs. Est-ce que c'est indiqué ici? Pourquoi on le fait? Puis est-ce qu'on est en train d'outiller la personne pour qu'elle n'ait plus besoin de nous ou de l'accompagnement? Et ça, c'est une tension, là, encore une fois, qu'il faut toujours garder. On vous présente donc à la prochaine diapo certains outils pour soutenir vos équipes au niveau de l'accompagnement qui ont été mis dans la boîte à outils. Encore une fois, plusieurs choses là, du CREMIS qui ont été faits pour soutenir au niveau logement, etc., etc. Et l'autre bras de l'accompagnement, c'est le outreach, qui est une étape de plus où on est dans les services de proximité, la médecine de rue, il y a plusieurs façons d'appeler ça, où on va aller délocaliser, par exemple, les médecins
dans des organismes communautaires, des infirmiers. On va vraiment sortir de nos murs ou même faire de l'intervention dans la rue, dans des camions mobiles, etc., etc. Donc, encore une fois, plusieurs enjeux, plusieurs éléments facilitants à cet égard-là, plusieurs écueils aussi pour être sûr qu'on est capable de maintenir l'offre de service. Donc, je ne sais pas, Philippe, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais nommer dans vos services de proximité, comment vous avez organisé ça ou les choses que vous avez rencontrées? Je pense que l'enjeu, c'est de savoir bien évaluer assez rapidement pour déterminer si effectivement le service qu'on offre correspond. S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, d'autres services, bien, dans quelle mesure ils le sont, puis d'éviter de dédoubler, d'éviter de faire 2 corridors en disant, ah, ben là, moi, je vais aller à l'équipe de proximité, eux autres, ils m'offrent ça, puis toi, tu ne me l'offres pas. Donc, de faire un peu de clivage entre les services, ça l'arrive. Donc, nous, quand on arrive à un endroit où il y a plusieurs personnes, beaucoup de demandes, on va rencontrer quelqu'un, mais finalement, c'est 3 autres personnes avec lesquelles on n'était pas en lien qu'on rencontre. Ben, ça fait en sorte qu'on doit essayer de déterminer le plus rapidement possible, puis d'accepter qu'il y a des coches mal taillées de temps en temps aussi. Parce que si on dit, ah ben non, toi, tu es avec tel service et puis je ne peux pas te parler, ben, ça ne fonctionne pas en reaching out. Il faut quand même accueillir ce que les gens nous disent, réussir à transmettre l'information, puis faire en sorte que la personne soit mieux orientée. Quand on est en outreach, on est invité, hein, on s'invite quelque part. Si on dit, ah, ben moi, je ne te parle pas à toi, mais je parle à toi plutôt, ça fonctionne pas selon moi. Mais il faut quand même avoir le souci d'évaluer rapidement, puis d'avoir aussi des fonctions de coordination qui acceptent le fait qu'on se rende dans des endroits de façon statutaire, puis qu'on va là parfois. Parfois, il y a plusieurs personnes auxquelles on peut donner des services. Parfois, il n'y en a pas. Est-ce que c'est toujours justifié? Si on décide d'investir un nouveau milieu, c'est au détriment d'un autre. Comment on va justifier notre décision? Est-ce que ça vaut la peine? Bon, c'est souvent ça, c'est s'exposer, hein, beaucoup, le reaching out. Fait que s'exposer en tant qu'intervenant, en tant que service, puis de faire en sorte de faire le meilleur job possible. Je continue de penser que c'est très pertinent, hein, d'aller dans les ressources ou on va aussi dans des milieux privés, dans des hôtels, et ainsi de suite. C'est une richesse qu'on s'offre comme service d'aller là, mais c'est une richesse qui vaut la peine, que son lot de difficultés. Mais encore là, je pense qu'on est gagnant là, pour le moment. C'est très coûteux d'un point de vue gestion. Puis là, Hélène, tu me contrediras, c'est très coûteux de délocaliser des ressources qui pourraient être poolées dans une institution puis faire beaucoup plus de débit. Mais comme tu dis, c'est essentiel parce que reconnaissons qu'il y a des gens que si on ne va pas les chercher, puis on ne va pas vers, ils ne vont jamais se rendre dans le réseau. Donc, comment on fait pour être sûr qu'on va chercher les bonnes personnes, puis que ceux qui sont capables d'aller vers le réseau, on ne les confine pas là alors qu'ils auraient pu faire la démarche. Et comment on s'assure qu'on a la bonne clientèle, le bon organisme. Pourquoi tu vas dans cet organisme-là puis tu ne vas pas dans l'autre? Comment on fait nos choix? Et encore une fois, comme vous dites depuis le début, c'est pas parce qu'on fait un outreach maintenant puis que c'est pertinent maintenant parce que la personne est très désaffiliée que tranquillement, en bâtissant un lien, en stabilisant des conditions médicales de santé mentale, pour vous donner un exemple, que cette personne-là ne sera pas capable éventuellement de retourner vers le réseau, puis c'est toujours le souhait. Mais reconnaissons aussi que des fois, il y a des patients que ça va prendre des mois, des années où on n'y arrivera jamais et qu'il faut faire une prestation de service hors les murs parce qu'on laisse de côté habituellement les gens les plus malades, les gens qui ne sont vraiment pas capables. Mais Hélène,
Qu'est-ce que tu en dis en tant que gestionnaire? J'ai beaucoup de choses à dire sur ce point-là, mais en fait, comme je disais d'entrée de jeu, là, nous, on en a plusieurs des cliniques délocalisées. Ça fait plusieurs années qu'on offre des services dans les milieux, avec les milieux communautaires, puis ça a été riche d'apprentissage. On est d'ailleurs toujours en réflexion sur comment est-ce qu'on articule le mieux possible des services. La spécificité de Montréal, c'est d'avoir beaucoup d'organismes communautaires dans un même territoire. Donc, comment justement on détermine où est-ce qu'on s'installe versus un autre. Il y a des glissements possibles parce qu'on finit par associer les services en proximité, l'itinérance ou la grande précarité avec des services en proximité. Puis c'est un peu comme si ça dédouanait tous les autres services de s'adapter, de s'ajuster puis de faciliter l'accès en disant ben, il y a des services dans les refuges, t'iras là. Les services que mes équipes offrent dans les organismes communautaires, ils ne seront jamais au même, capables d'offrir la même intensité ou le même niveau de soins que ce qu'on va offrir dans un CLSC ou dans un GMF ou dans un établissement de santé formel. C'est une première étape. C'est pas toujours clair pour tout le monde, c'est quoi qu'on est capable d'offrir versus ce qui est offert dans le réseau et qui devrait lui aussi s'adapter. Hein. C'est pas juste à nous, c'est de tout bas de côté que l'adaptation doit se faire. C'est vraiment important quand on rentre dans un organisme communautaire puis qu'on s'installe, qu'on décide qu'il va avoir des services de proximité, qu'il y ait une compréhension commune de pourquoi on est là, qui on vient voir et comment va fonctionner le référencement vers les services. Parce qu'il peut y avoir du glissement où est-ce que des équipes qui sont spécialisées sur une infirmière clinicienne aller faire du premier contact puis jaser dans la cafétéria, bien que ça peut se solder par des contacts, des liens puis éventuellement du soin, ça va être beaucoup plus profitable si les intervenants de la ressource sont capables de dire « Écoute, on est vraiment inquiet pour telle personne, on aimerait ça te le présenter. Il a dit que tu seras là, puis on va faire le premier pas. » Donc, ça optimise aussi les ressources à ce niveau-là. Il faut être capable d'articuler, puis encore une fois, quand on a beaucoup de ressources, pourquoi on est dans certains versus dans d'autres, s'assurer d'avoir une bonne couverture, une bonne desserte sur tout le territoire, parce que sinon, on peut rapidement se ramasser à avoir plusieurs services dans un même endroit. On voit toujours les mêmes usagers, puis qu'on manque de coordination parce qu'il y a justement des enjeux de confidentialité. Fait que s'il est vu dans un organisme, l'organisme, lui, il est confidentiel, l'autre aussi, donc on perd des bouts de l'histoire à travers tout ça. Puis je vais peut-être juste clore sur ce petit bout-là, mais il faut quand même toujours prévoir comment on va accompagner la personne vers le réseau. Un des enjeux qu'on rencontre beaucoup, c'est on aimerait ça avoir une clinique dans notre ressource. Les gens ne veulent pas aller dans le réseau. Pourquoi ils ne veulent pas? Est-ce qu'on ne peut pas travailler ce bout-là versus simplement délocaliser des ressources? Parce qu'après ça, les gens, ils restent marginaux, ils restent en dehors de l'entièreté du panier de services que le réseau de la santé peut leur offrir. Donc, de le garder en arrière, cette trajectoire-là, de quand même réaffilier avec le réseau. Et comme tu disais, pour continuer à faire du pouce, le danger aussi que comme réseau, on veuille tout faire, puis on prenne tout sur nos épaules, alors que probablement que l'organisme communautaire, si on les outille bien, sont capables de repérer, d'accompagner, de soutenir. Donc, qui est-ce vraiment qui reste, qui a besoin que l'infirmière soit là? Puis il y en a, là, genre, on n'enlève pas ça, mais effectivement, de faire un premier bout qui est de bien dépatouiller ça, puis de s'assurer qu'on a outillé comme il faut l'organisme communautaire, qui est probablement capable de lever des drapeaux rouges là, sur certaines personnes en particulier, au-delà de dire qu'on va aller faire des cliniques de 100 rendez-vous, de grippe et de plaies, ou de dire, est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin pour aller chercher la clientèle en plus grande situation de précarité? Mais ça demande, ça appelle tout le comment est-ce qu'on soutient les organismes communautaires, comment on les forme, comment on demeure en lien avec eux. L'autre chose que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on a vu l'inverse aussi. On a vu des hôpitaux pousser dans des organismes communautaires, des personnes très malades. Et là, ça va demander des fois que comme équipe et comme réseau, vous soyez très vigilants pour être sûr qu'on n'est pas dans de la dangerosité
parce qu'on ne le sait pas, puis l'hôpital pense qu'il y a une convalescence, puis qu'on peut envoyer telle personne-là à moitié morte d'un cancer qui désature avec l'oxygène. Donc, il faut faire attention aussi pour s'assurer, là, est-ce que la personne est vraiment au bon endroit, puis c'est-tu vraiment un mandat dans le communautaire? C'est pas parce qu'il y a une infirmière du réseau qui est là qu'on est capable de faire des soins intensifs médicaux non plus. Fait qu'on voit tous ces écueils-là par rapport aux services de proximité. Il y a moins de, comme vous voyez dans la boîte à outils, il y a moins de documents. On vous a mis là, ce qu'il y avait au niveau de plusieurs enjeux en proximité, de diverses ressources, incluant l'AIDQ, des choses de l'INES là, à cet égard-là. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires avant qu'on passe à la prochaine pétale concernant le outreach et l'accompagnement? Donc, vous êtes bien disciplinés, ma foi. N'hésitez pas, pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole, à nous le mettre dans le chat, là, ça nous fait plaisir. Donc, j'interpelle notre super Guylaine à ouvrir sa caméra, à se joindre à nous pour cette partie-là du panier élargi où on va parler des soins de santé de première ligne et de l'enseignement à la consommation à risque réduit pour nos personnes en situation de précarité. Bonjour. Allô. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. On va commencer par les soins de santé de première ligne. Et, Guylaine, je pense que je te laisserai nous faire peut-être un petit tour de roue. C'est sûr qu'on est vraiment beaucoup dans les pratiques nursing et on a eu beaucoup de changements dans les dernières années avec l'arrivée du droit de prescrire, qui est évidemment une bonne nouvelle, mais qui nous a beaucoup amené de changements, de formation et aussi d'enjeux par rapport à l'application ou pas des ordonnances collectives. Donc, Guylaine, je te passerai la parole si tu veux nous faire un petit tour d'horizon à ce niveau-là, s'il te plaît. Oui, effectivement. Donc, dans les soins de première ligne, on pense souvent à CLSC. Nos équipes en dépendance itinérance sont souvent à proximité. L'équipe CLSC parfois relève, même ont pied dans le CLSC. Donc, sont exposés à tous les défis là, de déploiement d'ordonnances collectives, en fait, d'occupation du champ de pratique infirmier. Dans les exemples qu'on donne ici, par exemple, aux soins de plaie, là, qui sont des soins qu'on va s'attendre que l'infirmière puisse déployer auprès de nos populations. Mais la confusion parfois, là, même pour les infirmières qui connaissent pas toujours bien leurs activités réservées, c'est justement d'en prendre la mesure. Donc, dans les activités réservées de l'infirmière en soins de plaie, elle a vraiment une marge de manœuvre extraordinaire. Hein? Donc, elle peut vraiment initier un plan de traitement, utiliser le matériel, etc., etc. Où le droit de prescrire devient un complément, c'est qu'elle peut prescrire certains pansements qui sont pas nécessairement accessibles dans le milieu, mais toujours avec la capacité de payer, évidemment, de la clientèle. Donc, évidemment, dans nos services à nous, on fournit encore beaucoup de matériel parce que nos gens ont des défis par rapport à ça, mais peuvent aussi avoir accès à des traitements d'exception qui peuvent justement, avec des plaies assez particulières chez nos usagers, avoir vraiment de valeur ajoutée. Là où le bas blesse un petit peu avec la prescription infirmière, c'est la culture de plaie. Avant, on avait beaucoup d'ordonnances collectives. On avait tout le monde une ordonnance collective pour pouvoir procéder à ça. Et ce n'est plus le cas. On ne peut plus développer d'ordonnance collective quand il y a un autre outil à notre disposition, comme la prescription infirmière. Et ça aussi, là, donc, ça fait en sorte qu'on doit avoir ça en tête quand on monte une structure de poste, on fait du recrutement pour avoir des infirmières qui vont avoir cette latitude-là. Surtout dans nos équipes où ils n'ont pas toujours un médecin à proximité, à côté d'eux, là, pour pouvoir prescrire cet outil-là. Donc, mais il faut quand même se souvenir que l'infirmière, de par ses activités réservées, a tous les outils pour pouvoir faire des soins de plaie. Des fois, il y a un malaise au niveau des infirmières parce qu'elles sont pas à jour. Hein. C'est quand même un domaine où les produits évoluent souvent, rapidement, etc. Faut pas hésiter à faire des liens aussi avec nos fournisseurs qui souvent là, peuvent venir faire des démonstrations. Là, ça, c'est des capsules là, rapides, évidemment, à faire. Les DSI qui ont des conseillères en soins infirmiers, évidemment, peuvent alimenter, aller dans les rencontres d'équipe, faire du coaching ou du préceptorat
sur les soins de plaie. Donc, ça, c'est possible. Les soins de plaie, bien évidemment, ça a un grand range aussi dans nos équipes. Là, on peut penser au site d'injection par rapport à nos populations, les risques d'infection, les risques plus systémiques, mais il ne faut pas oublier nos soins de pied, hein, nos plaies, nos engelures, etc., qui sont plus complexes. Hein. Souvent, nous, ce qu'on a fait aussi comme facilitateur pour nos équipes itinérantes, c'est de faire un lien avec une de nos stomothérapeutes de l'hôpital Notre-Dame qui peut venir aussi dans des plaies là, qui ont de la difficulté à guérir. Hein. Nos agents n'ont pas toujours le meilleur milieu pour avoir des belles plaies qui restent propres et qui restent avec leur pansement même en place. Donc, ça peut être aussi des avenues là, intéressantes là, pour avoir des conseils, des pansements plus optimaux, etc., là, avec lesquels les infirmières sont moins habiles là, à travailler. Je pense aussi, Guylaine, qu'en 2021, avec la pandémie, on peut penser à des méthodes créatives. Là, si vous avez un microbiologiste, une stomothérapeute, une infirmière de plaie à l'hôpital, un peu willing, on a beaucoup d'avenues créatives de téléconsultation, de Teams. Fait qu'on n'a pas toujours besoin que la personne physique se déplace non plus. Et ça a permis d'aller vraiment beaucoup plus loin. À la prochaine diapo, juste vous rappeler aussi, là, on a beaucoup insisté sur les plaies parce que je pense que si vous faites du travail auprès des personnes en situation de précarité, ça va être vraiment votre pain puis votre beurre. Mais rappelons aussi qu'il existe beaucoup d'ordonnances collectives pour la plupart des maladies chroniques ou pour la plupart des problématiques que vous allez revoir en proximité comme pouls, gale, MPOC, cellulite, si vous avez des personnes qui s'injectent. Il y a eu des très bons guides de l'INES qui ont été faits, mais ça appelle aussi tout le volet des EBMD, donc les analyses biomédicales délocalisées, où ça va être très utile pour vous d'avoir un partenaire, un contact avec votre labo, puis d'être capable de faire des choses sur place. Donc, dans la plupart des équipes de dépendance, on va faire des tests de dépistage rapides, là, comme un test urinaire pour voir si la personne a des substances dans ses urines. Mais vous voyez à ma gauche, les strepes de gorge, tout le volet diabète avec les glucos. On verra tout à l'heure le dépistage de fentanyl. Donc, il existe vraiment plusieurs choses là, qui peuvent être faites localement à travers vos équipes et qui sont vraiment très, très utiles. Pour lesquels aussi, je renchérirais, Marie-Ève, où l'INES nous donne des outils. On a des protocoles nationaux, analyse culture d'urine, MPOC, là, il y a vraiment des avenues intéressantes. Je veux juste attirer l'attention sur la pédiculose, Marie-Ève, parce que ça aussi, maintenant, c'est visé par la prescription infirmière. Donc, c'était quelque chose d'assez usuel, mais là aussi, dans vos critères d'embauche, de vous assurer que vos infirmières vont pouvoir avoir accès au domaine de santé publique parce que, voilà, c'est une nouvelle réalité. Puis, si on continue en ce sens, on est dans le volet un petit peu plus pour les personnes en situation qui sont aux prises avec une dépendance, qui est tout le volet de l'enseignement à la consommation à risque réduit. Donc, encore une fois, Guylaine, il existe plusieurs enjeux là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose auquel le personnel du réseau va être confronté et malheureusement, on n'a pas de formation nationale pour l'instant structurante qui permettrait à toutes les infirmières, tous les intervenants qui rentrent en poste de se faire la main. Et on est vraiment variable au niveau des outils. Je rappelle quand même, avant de te laisser la parole là-dessus, Guylaine, que beaucoup de ces enjeux-là sont dans les mains de vos directions régionales de santé publique. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est que plusieurs des volets, incluant les ITSS, mais tout ce qui est distribution de matériel de consommation, bandelettes de fentanyl, tout ça, ça va devoir se faire main dans la main avec votre répondant surdose ou votre répondant ITSS à votre santé publique qui vont pouvoir vous outiller puis vous soutenir dans le déploiement. La naloxone, c'est un autre exemple à cet égard-là. Je ne sais pas, toi, Guylaine, au niveau des enjeux que tu rencontres à cet égard-là. C'est vraiment au niveau de la formation, de la connaissance. Effectivement, là, ça nous a demandé
probablement ailleurs aussi, là, du développement de formation maison. Bon, c'est sûr qu'on a eu la chance d'avoir les sites d'injection supervisés, là, donc on a quand même investi relativement là, beaucoup cet aspect-là. Aspect évidemment infirmier, mais qui appelle une contribution de tous là, et en toute complémentarité. L'infirmière, dans le fond, va surtout être sollicitée pour peut-être l'enseignement à l'analoxone. C'est sûr que pour tout ce volet-là, je vous inviterais vraiment à vous orienter dans la petite boîte à outils là, qu'on a fait. On vous a mis des liens, on vous a mis des capsules qu'on a fait avec la contribution du CHUM aussi, pour vraiment avoir une meilleure connaissance de l'intérieur là, du rituel un petit peu. Là, c'est ça que les gens, dans le fond, là, nous, dans notre tronc commun d'orientation, c'est à ça un peu qu'on initie les gens là, à vraiment comprendre les meilleures pratiques. Évidemment, bon, la vitamine C, hein, c'est pas toujours bien connu, même au niveau des usagers, ils n'ont pas la meilleure utilisation. Donc, tout ce qui est les bonnes pratiques pour éviter de se scraper les veines, ben effectivement, là, tout le monde, on devrait converger vers ça. Évidemment, c'est vraiment de bien comprendre l'utilisation du matériel. On a les vieux outils du MES qui sont quand même encore viables, là, donc on vous les a mis également. Hélène, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à cet égard-là? Puis peut-être qu'on peut changer de diapo juste pour vous montrer un peu. Là, il y a plusieurs choses qui ont été faites, entre autres, là, quand on a mis sur place l'unité d'isolement COVID pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, on a fait des vidéos comme Guylaine en parlait. Donc, on vous a mis, en fait, ce qui était existant actuellement. Mais vas-y, Hélène. En fait, Guylaine a fait un super tour d'horizon. Puis c'est beaucoup Guylaine là, qui a donné aussi la structure de l'offre infirmière, là, du moins dans les secteurs sous ma responsabilité, mais c'est des super belles pratiques infirmières. C'est des pratiques infirmières qui sont dans un contexte de pénurie de ressources, c'est plate à dire, là, mais c'est un super levier pour recruter parce que ça permet de la créativité, c'est de plein champ d'expertise de l'infirmière et elle joue un rôle de leader après ça, autant au sein de leurs équipes interdisciplinaires qu'auprès des partenaires. Fait que quand d'autres services, je pense entre autres à des services généraux, à des GMF qui sont plus inquiets, plus insécures en disant « oui, mais nos infirmières, ils ne sont pas des experts », bien, nos infirmières sont là aussi pour leur dire « vous allez voir, hein, c'est pas si compliqué que ça. On peut juste adapter un petit peu comment on fait nos soins, puis ça va être gagnant. » Fait que, c'est vraiment une super richesse là, d'avoir l'ensemble du champ de pratique infirmière dans nos secteurs. Je veux juste rappeler que plusieurs des outils liés au matériel de consommation, à l'analoxone, ont été discutés dans la rencontre précédente. Si vous les cherchez, tout a été listé, vous allez les retrouver dans la boîte à outils. On se retrouve, plusieurs régions demandent aussi, mais qu'est-ce qu'on fait pour la détection du fentanyl? Donc, il n'y a pas de protocole national pour la détection du fentanyl, mais plusieurs équipes sont allées de l'avant parce qu'ils étaient confrontés à la chose. Donc, on vous a mis un exemple qui est celui du CIUS Centre-Sud, mais avec le bémol qu'on est en attente vraiment d'une directive nationale à ce niveau-là. Alors, voilà pour les soins de santé de première ligne, l'enseignement à la consommation à risque réduit. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient réagir ou qui avaient des questions à cet égard-là? Comme Hélène le disait, c'est une pratique nursing vraiment en développement. C'est aussi une opportunité d'intervention où souvent on peut se rapprocher d'usagers très méfiants, où c'est un premier pas très, très intéressant. Mais aussi, on n'en parle pas souvent, mais nos usagers, les injecteurs spécifiquement, mais nos clientèles en situation d'itinérance avec des plaies aussi sont hautement souvent hospitalisés pour des infections des tissus et des endocardites, des choses très coûteuses, très complexes au niveau de l'hospitalisation. Et souvent, quand on regarde la technique d'injection, on voit plein d'endroits où on pourrait intervenir pour diminuer les risques. Effectivement, puis dans la complémentarité aussi, en disant on ne veut pas devenir le CLSC, mais autant, comme disait Hélène, les gens des services courants peuvent venir consulter, mais je pense que l'inverse est aussi vrai parce que les services courants, étant donné tous leurs outils en maladies chroniques, les différentes OC qui ont été déployés, peuvent être aussi un complément à l'équipe spécialisée là, où on ne déploie pas nécessairement là, toutes les ordonnances collectives là, du monde entier. Donc, c'est vraiment d'utiliser les bonnes ressources puis au bon moment et pour la bonne chose.
Alors voilà, on est rendu aux 2 dernières pétales de notre fleur. J'espère que vous aimez notre bouquet jusqu'à maintenant et que ce n'est pas trop complexe. Comme vous voyez, il existe beaucoup de choses déjà. Donc, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais vraiment d'utiliser ce qui est disponible. On est rendu aux prises de sang et au traitement du VIH et de l'hépatite C. S'il y a un domaine, j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, mais qui a vraiment évolué dans les dernières années, c'est le traitement de l'hépatite C. Donc, pour les vieux comme moi dans la salle qui ont vécu l'ère de l'interféron, les gens étaient 1 an en traitement moitié mort, il fallait les faire évaluer par un psychiatre. C'était d'une lourdeur incroyable. Ce n'est plus le cas. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le réseau et les usagers n'ont pas suivi. Donc, il reste encore beaucoup de mythes autour du traitement du VIH et de l'hépatite C, spécifiquement de l'hépatite C, mais le VIH aussi, à savoir que c'est complexe, que c'est lourd, qu'il faut nécessairement avoir une grande évaluation, qu'on ne pourra plus travailler, qu'on va être malade. Donc, je vous rappelle, pour vous faire une histoire très, très brève, qu'on est à un traitement d'à peu près 99 % d'efficacité avec presque 0 effet secondaire qui dure 2 à 3 mois, qui est couvert pour l'ensemble des personnes actuellement qui sont sur le régime d'assurance médicaments du Québec et qui est très, très simple à prescrire. Vous allez voir dans la prochaine diapo qu'il y a une myriade de ressources. Ça a explosé là, dans la dernière année. Mais on se rend compte que ces mythes-là, le fait que les équipes, des fois, n'aient pas non plus les outils pour faire le counseling adéquat, fait en sorte qu'on ne réussit pas à informer les usagers. Donc, j'ai eu tout récemment une patiente VIH qui est restée très, très longtemps sans traitement et finalement, après 5 minutes de counseling, elle a accepté. C'est juste qu'on n'avait pas, elle avait peur d'avoir des effets secondaires. C'est vrai qu'on vient d'un historique où c'était très, très lourd, mais maintenant, c'est vraiment, vraiment plus le cas. Donc, je ne sais pas, Guylaine, de ton côté, au niveau de l'habilitation nursing et de tout ça, comment tu vois ça, puis comment ça se passe? Bien, c'est sûr qu'on en a parlé sur le panier de services de base, mais dépendance et ITSS, là, ça devrait vraiment être le nouveau mantra. Hein? Donc, d'outiller vos infirmières, justement, comme disait Marie-Ève, au niveau de la connaissance de vos infirmières, de les mettre à jour, elles, mais ça va permettre justement d'ouvrir sur ces thématiques-là avec les usagers, puis de permettre, dans le fond, potentiellement un accès au traitement. Donc, déjà, là, de mettre à jour les infirmières, de mettre à jour aussi les corridors de service. C'est sûr que c'est pas les suivis sont pas possibles dans toutes les équipes, c'est bien correct comme ça, mais justement de connaître notre réseau d'accessibilité pour les traitements qui, bon, parfois là donc sont assumés par nos équipes, puis d'autres fois non. Ça déjà, ça va faire une avancée. Nous, on est en train de développer une ordonnance collective. On avait déjà pour les prélèvements VIH, là on va de l'avant pour les prélèvements aussi de suivi VHC. Donc, ça vient préciser aussi la contribution infirmière. Ça facilite potentiellement une prise en charge plus locale ou de toute façon en partenariat avec un médecin en externe. Donc, quand ça ne relève pas d'une équipe spécialisée nécessairement là, dans votre secteur. Donc, ça ouvre des possibilités pour les usagers en termes d'accessibilité. Puis, comme disait Hélène, ben, ça devient aussi des activités intéressantes à faire pour les infirmières. Donc, ça peut avoir des facteurs d'attraction, rétention là, des effectifs infirmiers qui peuvent vraiment élargir, dans le fond, leurs compétences puis actualiser leur champ de pratique. Donc, nous, en tout cas, actuellement, on est en train de faire 10 nouvelles ordonnances collectives là, en ITSS. Alors, éventuellement, on pourra vous les communiquer. Il y a d'autres CIUS avec qui j'ai communiqué dernièrement qui en font aussi sur la PrEP, la PPE, là, qu'on va extensionner à 28 jours plutôt que 5 jours pour les infirmières. Fait que ça donne une belle autonomie, mais surtout une belle collaboration médecins-infirmières, évidemment. Donc, vraiment, les ordonnances collectives, les ITSS, allez-y. Juste quand même mentionner quelque chose qu'on oublie beaucoup dans les équipes, c'est la PPE puis la PrEP. Donc, la prophylaxie post-exposition pour le VIH ou pré-exposition, c'est quelque chose qu'on ne questionne pas, comme si nos patients n'avaient pas de relations sexuelles à risque ou si nos injecteurs ne partageaient pas leur matériel. Et on a quand même
quand on cherche, on trouve des indications et souvent le 72 heures avec la PPE fait en sorte que nos clientèles ne vont pas se rendre dans le réseau si on n'a pas la capacité de déclencher sur place. Il y a beaucoup de partenariats avec les pharmaciens aussi qui est possible, avec l'élargissement du rôle pharmacien qui a été fait dans les derniers mois. Donc, ça vaut la peine aussi que vous voyez avec vos pharmaciens champions autour de vous dans la communauté qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent faire beaucoup de choses au niveau des ITSS, vaccination, etc., etc. Hélène, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? En fait, je voulais juste faire du pouce sur quelque chose que Guylaine a mentionné par rapport au rôle d'infirmier, de quand même intégrer un aspect, nous, comment on fonctionne, c'est qu'on avait des infirmières qui faisaient beaucoup de soins physiques, pour ça, on avait des infirmières qui étaient plus en dépendance, puis on a des infirmières qui sont plus en santé mentale, mais de vraiment viser la polyvalence des infirmières pour éviter des trajectoires de patients qui vont faire une évaluation, une autre évaluation, qui finissent par ne plus savoir pourquoi, sont référés d'une équipe à une autre, ils répètent les mêmes histoires, puis là, on a de la discontinuité, puis on a vraiment différents enjeux là, au niveau juste comme de la fluidité de la trajectoire du patient. Donc, de bien scinder les rôles entre le traitement en bonne et due forme, puis l'évaluation, la stabilisation, l'arrimage, c'est vraiment ce qui est en première ligne, mais d'avoir une première ligne qui est super robuste, qui est hyper polyvalente pour justement faciliter les trajectoires des patients à travers le réseau de la santé. C'est vraiment la chose qu'on voit qui est un levier. Là. De là, l'objectif d'avoir des paniers de services pour clarifier un peu qu'on devrait être capable de retrouver un peu partout, versus là, on rentre un tout petit peu plus dans de la spécialité, dans des équipes qui en font un petit peu plus, dont le panier élargi fait partie. À la prochaine diapo, là, vous voyez donc ce que je vous disais, la myriade d'ordonnances, de formations. Je vous rappelle qu'il y a un programme national de mentorat sur le VIH et les hépatites aussi qui offre constellation de formation continue, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses de ce côté-là. Et un guide de pratique infirmier, médecin en hépatite C qui est à jour aussi en VIH aussi. Donc, très, très utile là, pour vos équipes selon ce que vous allez faire. Et notre dernier épico, donc, Guylaine, je te laisserai celui-là, mais c'est si vous avez le souhait de déployer les prises de sang sur place, ne serait-ce que pour certains individus que vous voyez que ça va être un écueil là, si on n'est pas capable de le faire. Puis c'est souvent ça, là, on attend très, très longuement, mais bien sûr, c'est pas toujours simple. Donc, Guylaine, vas-y donc, qu'est-ce que tu nous conseilles à ce niveau-là? En fait, ça revient un peu à des enjeux là, de cliniques délocalisées, d'outreach, tout ça. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, des fois, c'est une opportunité de pouvoir faire cette intervention-là avec l'usager. Parfois, ça va être la seule manière aussi d'avoir un prélèvement parce que jamais il va aller au laboratoire du centre hospitalier ou les centres de prélèvement désignés où il ne se sentira pas à l'aise d'y aller, etc. Donc, ça peut être intéressant. Ça demande quand même de la logistique là, avec les laboratoires, avec le matériel, des glacières, avec les horaires aussi, les délais pour acheminer. Donc, il faut connaître les routes de labo. Donc, les trucs souvent qu'on prend, mais si justement il y a une clinique délocalisée, bien, on organise des horaires pour que l'infirmière se rabatte ensuite vers le CLSC où il y a une route de labo en fonction des horaires. Ça peut être qu'elle va passer aussi là pour des plus grands territoires potentiellement par un centre de prélèvement désigné plus à proximité. Donc vraiment, c'est vraiment une belle opportunité. C'est d'être visible aussi dans le milieu pour ce type de service-là auprès de nos partenaires parce qu'ils peuvent être importants aussi parce que l'intervention comme telle de faire la prise de sang, c'est pas ça le gros ARIA, outre de l'amener au laboratoire, mais c'est aussi le suivi des résultats. Donc, souvent, nos gens, ils sont plus difficiles à joindre, etc. Donc, nos intervenants communautaires peuvent nous aider dans le fond dans le repérage. Quand monsieur untel va revenir, il faut absolument que je le voie, sans rentrer nécessairement dans des enjeux de confidentialité, mais ils peuvent vous aider justement à faire revenir la personne là, quand vous avez un suivi, des partenaires comme la pharmacie, si vous savez que l'usager va à chaque début de mois à sa pharmacie, ça aussi, là, ça peut être un partenaire intéressant. Évidemment,
pour certains usagers d'essayer de convenir. Là, nous, ici, on a développé un protocole, là, surtout pour les ITSS, mais qu'on aimerait là, figurer plus largement pour la remise de résultats par courriel, par exemple, ou en tout cas de communication par courriel, par texto. Donc, ça, on est en train de raffiner là, davantage là, ces moyens de communication-là à 2021. Donc, c'est des possibilités là, à réfléchir pour vos services. Je pense qu'il faut quand même le dire, là, puis ça revient à la discussion qu'on a depuis le début, de faire des prises de sang sur place, ça enlève une barrière majeure à plein de choses pour plein d'usagers. Est-ce que c'est la chose à faire pour tout le monde? Peut-être pas, mais est-ce que si on n'a pas ça pour des fois attraper au moment où la personne est là, puis faire le bilan qui permet enfin de déclencher le traitement de l'hépatite C chez notre personne qui est cirrhotique, ça fait des années qu'on essaie de mettre ça débloque beaucoup de choses. Après, c'est vrai de dire que les prises de sang, c'est un exemple, mais tout ce qu'on va essayer de faire en proximité ou de façon délocalisée, avec des personnes en situation de précarité, ben, il va falloir avoir un mécanisme de qu'est-ce qu'on fait si la personne ne se présente pas à son suivi, puis on tombe sur des résultats alarmants ou critiques ou stressants, puis on a perdu la personne dans la brume. Donc, comment est-ce qu'on relance? Si tu la revois, il faut que tu l'attrapes. Tu as nommé plein de choses. Je pense que de façon plus large aussi, dans plusieurs équipes qui font du outreach et de la proximité, ils ont développé des mécanismes de faire signer des consentements où l'usager autorise un certain partage d'informations entre l'organisme communautaire et le réseau, pour donner un exemple, qui permet qu'on peut échanger certaines choses, peut-être pas tout, si la personne est d'accord. Fait que ça amène un peu tout ce pan-là. Hélène, est-ce que tu voulais... ça va un peu dans ce sens-là. Pour nous, des approches gagnantes, c'est que dans l'organisme dans lequel on est implanté comme clinique de proximité, c'est qu'on a un répondant au sein de l'organisme qui est la personne avec qui on fait l'entente d'échange d'informations avec l'usager, parce que c'est cette personne-là qui va coordonner au sein de l'organisme. Avez-vous telle personne? Si oui, vous devez comme le diriger vers moi pour qu'on puisse faire le suivi. La difficulté, c'est un peu un éditorial, là, mais la difficulté de rejoindre des personnes ou de communiquer avec elles ne devrait jamais être une raison de ne pas le faire. Il existe plein de façons de rejoindre les gens. Oui, il y a de la logistique, mais c'est absolument pas un obstacle qu'on ne peut pas passer par-dessus, mais ça devrait jamais être une raison de ne pas être en train d'offrir des services à une personne parce que c'est difficile de la rejoindre pour lui transmettre des informations. Donc, fin de mon éditorial. Tout à fait. Alors, ça fait vraiment une belle conclusion à cette portion-là. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions par rapport au VIH, hépatite C et prise de sang? Encore une fois, gênez-vous pas, on va tout vous remontrer à la fin, courriel, numéro de téléphone, si vous avez des questions en différé, si vous avez besoin de soutien pour appliquer diverses choses qui ont été nommées là. Ça va nous faire plaisir. On a été très extensif aussi dans ce qu'on vous a mis dans la boîte à outils. On a probablement oublié des choses, mais on a fait vraiment un bon tour d'horizon. Donc, on souhaite que vous puissiez utiliser ça là, pour déployer le panier minimal et le panier élargi. Et avant de passer donc la parole à Rachel Ducrémis, je reviendrai donc sur les grands constats, mais je pense qu'on vous a assez rabâché les oreilles avec ça. Donc, qu'est-ce que c'est les grands enjeux liés à l'implantation du panier élargi de services? On vous l'a dit beaucoup par rapport au continuum et par rapport au niveau de précarité. Où est-ce que commence notre mandat? Quel est-il? Quel est l'objectif de notre équipe? Qui est-ce qu'on sert? Qui est-ce qu'on ne sert pas et pourquoi? Et quand est-ce que notre mandat s'arrête? Et est-ce qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour que le plus rapidement possible, la personne n'ait plus besoin de nous? Et donc, quels sont les organismes communautaires qu'il y a autour de nous et qu'est-ce qu'ils peuvent prendre du mandat? Comment on peut avoir des partenariats forts et officiels pour qu'on ne se mette pas à dédoubler? Et l'autre chose qu'on n'a peut-être pas dit clairement, c'est non plus ne pas ghettoiser des personnes. Donc, qu'elles soient dans notre équipe et qu'elles y restent pour toujours parce que c'est très facile et vous le vivez probablement de dire « Ah, bien, cette personne est en situation d'itinérance, donc ce n'est pas mon mandat comme service courant, comme SAD, alors que bien sûr, les SAD, les services courants, comme nous le rappelle la stratégie d'accès en itinérance, sont là pour tout le monde.
Mais bien sûr, il y a ce défi-là donc de collaboration et de vraiment comprendre nos rôles respectifs et de s'assurer de toujours pousser sur les autres services pour qu'ils continuent de desservir nos usagers, mais avec notre soutien, avec l'accompagnement, etc., etc. L'enjeu du one-stop shop, donc plus on fait des services, plus on fait du outreach, plus on fait de l'accompagnement, vous allez peut-être vous faire taper sur les doigts parce que vous allez être moins performant, vous avez des clientèles lourdes, vous prenez beaucoup de temps dans l'accompagnement, donc comment est-ce qu'on peut défendre notre mission, mais aussi, comme on le dit, s'assurer d'avoir les bonnes clientèles qui n'ont très peu accès au réseau, qui ont vraiment besoin de nous, donc d'avoir des bons critères de sélection. On n'a pas beaucoup parlé de ça aujourd'hui, mais c'est un enjeu transversal à l'ensemble des présentations qu'on fait pour les 10 recommandations. C'est l'enjeu de recrutement de personnel. Là, je pense que je n'ai pas à trop taper sur ce clou-là. Vous êtes tous là-dedans actuellement. Donc, les enjeux spécifiquement au niveau infirmier, mais de personnel at large et aussi le niveau de formation. Ça prend des habilités et des formations quand même assez spécifiques pour être en mesure de desservir les clientèles dont on parle. Et à la prochaine diapo, on vous montrera, pour ceux que ça peut aider, on vous offre là, d'avoir le manuel du tronc commun au niveau infirmier de formation quand les gens arrivent au CIUS Centre-Sud. Mais s'il y a d'autres directions de soins infirmiers qui ont des manuels de formation, on est preneur aussi pour pouvoir permettre de soutenir le plus possible l'arrivée en poste, puis que les personnes qui arrivent souvent avec très peu d'outils, parce que c'est pas vrai que c'est sur les bancs d'école qu'on est formé en dépendance et en itinérance actuellement comme professionnels de la santé, puis qui se sentent à l'aise, puis qui sentent qu'ils ont les compétences pour offrir les paniers dont on a parlé. Il y a un enjeu aussi que je vous invite à regarder, c'est que au niveau nursing, entre autres, il y a des primes pour des fois les troubles graves du comportement ou en psychiatrie. Et ces primes-là sont attribuées de façon très inégale à travers le Québec dans les différentes équipes. Donc, on a des équipes qui ont des primes et des fois, c'est pas évidemment là, la mer à boire, mais c'est ce qu'il faut pour dire que je vais choisir l'équipe itinérance au lieu d'aller en psychiatrie où j'aurais cette prime-là ou d'aller ailleurs aux soins intensifs ou que sais-je. Donc, c'est souvent un levier de rétention du personnel, mais aussi de reconnaissance de la complexité de la clientèle avec laquelle on travaille pour éviter les bris de services infirmiers là, auxquels on fait face tout le monde. Il y a certains enjeux aussi avec les infirmières praticiennes spécialisées où on se retrouve avec des infirmières praticiennes de première ligne qui ont beaucoup d'outils de soins de santé primaire, maladies chroniques, mais qui ne se sentent peut-être pas très bien outillés ou formés au niveau de la dépendance, au niveau de la santé mentale. Et on se retrouve avec les IPS santé mentale qui nous arrivent très bien formés en santé mentale, qui sont capables de prescrire en dépendance, mais qui vont avoir des clientèles qui auraient besoin aussi de l'approche maladie chronique. Donc, c'est comme s'il manquait une IPS précarité qui serait capable de faire ce qu'on n'a peut-être pas été capable de faire au niveau de la médecine pour dire quelque chose, de dire, bien, soins de santé de base, maladies chroniques, santé mentale, dépendance, itinérance, d'être capable de faire un wrap-around, c'est lourd pour une EPS qui arrive en poste avec tout ce mandat-là sur les épaules, c'est pas évident. Alors, quels sont les éléments facilitant une synthèse de ce qu'on a dit? Bien, avoir les bons partenaires, s'assurer justement de faire des collaborations pour ne pas dédoubler et de voir qu'est-ce qu'on veut offrir sur place versus qu'est-ce qu'on est capable de continuer à offrir via des partenaires, puis peut-être à ce moment-là d'avoir des accompagnements très, très forts, de bien se connaître, des partenariats très, très bien établis qui nous permettent de maintenir ces liens-là. De toujours regarder c'est quoi l'intensité de service nécessaire à cette personne-là. Ce n'est pas parce qu'elle est en situation d'itinérance qu'elle a besoin d'une très grande intensité de service ou d'un one-stop shop. Peut-être qu'elle a juste besoin d'un accompagnement, peut-être qu'elle a juste besoin d'avoir la bonne porte à laquelle frapper. Donc, de ne pas assumer que parce qu'une personne est à la rue, qu'elle a besoin de la cavalerie lourde du one-stop shop, d'aller chercher vos directions de soutien
Donc, il y en a plusieurs qui étaient là aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'avoir assisté à la formation. Puis, je vous rappelle qu'on est disponible si vous avez besoin. Donc, soutien de la DSI, de la DSM. Et comme vous voyez ici, là, on vous fournit, puis il est dans la boîte à outils, notre guide d'accueil et d'intégration pour nos infirmières au CIUS Centre-Sud, qu'on vous invite à déployer là, et à adapter là, selon votre réalité régionale. Alors, ça mettrait fin à ma partie. Je passe la parole à Rachel directement pour qu'elle nous présente les outils du CREMIS et je remercie Guylaine, Philippe et Hélène qui m'ont assisté dans cette présentation-là, qui j'espère a été soutenante pour vous. Alors, merci Marie-Ève. Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me voit bien? Excellent. Donc, merci pour cette invitation. Je m'appelle Rachel, je suis du CREMIS. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le CREMIS, c'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Nous sommes un centre de recherche qui est situé dans les bureaux, dans les murs du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Et je coordonne plus spécifiquement au CREMIS les projets, les activités de mobilisation, transfert des connaissances, dont plusieurs projets touchant l'intervention dans le champ de l'itinérance. On m'a demandé de venir aujourd'hui avec vous pour vous présenter des ressources qu'on a développées dans le cadre d'un mandat que le ministère de la Santé et des Services sociaux a octroyé au CREMIS et qui découle du plan d'action interministériel en itinérance 2015-2020. Et qui s'inscrit également dans le cadre de la stratégie d'accès de santé aux services sociaux là, pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être ou de le devenir du MSSS dont Marie-Ève a parlé un peu plus tôt. Donc, rapidement, les objectifs de ce qu'on a développé, les ressources qui ont été développées par le CREMIS, ça répond à une grande intention, une grande volonté, en fait, ministérielle, qui est de soutenir et outiller les intervenants et les gestionnaires, à la fois du milieu institutionnel, mais également les organismes communautaires. Donc, les soutenir et les outiller de manière à faciliter finalement la prise de contact ou finalement à aider ceux et celles qui sont appelés à entrer en contact avec des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Et c'est toujours un important objectif puisque la prémisse initiale ou le souhait initial du mandat, c'était de rejoindre en fait tous les intervenants du Québec. Donc, je mentionne ça, puis je me suis permis de regarder un peu la liste des personnes présentes aujourd'hui et évidemment qu'on n'a pas fait ça en vase clos, CREMIS, c'est un travail qui a nécessité la collaboration de plusieurs personnes et donc plusieurs personnes sont avec nous aujourd'hui, donc des personnes au sein de l'établissement du Centre-Sud de l'île de Montréal, mais aussi des collaborateurs externes dans le milieu institutionnel, organismes communautaires. On a aussi travaillé évidemment avec plusieurs chercheurs à la fois membres du CREMIS et des collaborateurs externes. Donc, je vais privilégier quelque chose d'assez pratico-pratique. Donc là, je crois qu'Annie Larouche m'a donné le volant, en fait, de la gestion des écrans. Alors là, on va y aller avec un partage d'écran. Donc, vous devriez voir, en fait, est-ce que ça fonctionne toujours, mon écran? Parfait. On voit toujours, Marie-Ève? Oui. OK, donc là, ce que je vous montre, c'est ce que vous accéderiez si vous cliquez sur le petit lien qui est sous la capture d'écran dans votre PowerPoint. Vous allez tomber sur le guide des bonnes pratiques en itinérance qui a été développé par le CREMIS. Et si vous cliquez sur cette petite infolette, vous allez accéder à la même capture d'écran, donc à l'image que vous voyez dans le PowerPoint qui vous a été envoyé. Et pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, je vais aller rapidement dans ce dossier web. On dit qu'il y en a deux, mais on va se concentrer sur le guide des bonnes pratiques en itinérance. Vous pourrez aller voir l'autre section, les outils qui ont été développés pour repérer et prévenir l'instabilité résidentielle. Il y a peut-être des choses qui pourraient intéresser ceux et celles qui s'intéressent notamment à la question de l'outreach. Mais
si on reste un peu plus près de la demande d'aujourd'hui, bien, le CREMIS donc a développé un guide des bonnes pratiques en itinérance qui, dans le fond, peut se résumer en 5 grands blocs. Donc, des capsules vidéo où on laisse parler finalement les acteurs, les actrices qui sont dans le champ de l'itinérance ou les personnes qui ont vécu une situation personnelle à la rue. Après ça, bon, des principes clés, un premier pas. Après, on va rentrer dans les pratiques de base à adopter. Donc, je vais tout de suite y aller pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, les pratiques de base, c'est ces pratiques transversales, dans le fond, rien de nouveau sur le soleil, hein, comment bien accueillir, comment répondre aux besoins, la fiche donner des soins, la fiche accompagnée. Je vous encourage particulièrement, là, vu le profil des personnes présentes, à aller regarder la fiche donner des soins. Et pour chaque fiche, bien, on peut cliquer pour avoir un résumé de la fiche. Et des vidéos, en fait, qui résonnent finalement avec les grandes thématiques abordées dans les fiches. Et après, chaque fiche donne lieu finalement à un PDF de plusieurs pages où on exploite, où on explore finalement les meilleures pratiques à adopter. Si je retourne dans l'infographie de base, on a aussi une section qui porte sur les situations défis rencontrés dans l'intervention. Donc, cette section, elle est toujours en cours de finalisation. On travaille fort à finaliser les dossiers avec cette section-là avec le ministère, où là, finalement, on présente des situations défis rencontrés dans l'intervention. Donc, vous voyez un peu les thèmes qui seront abordés dans cette section-là. Je vous invite, entre autres, là, à regarder celle qui porte sur comment soutenir les personnes présentant un trouble lié à l'utilisation de substances et un trouble mental, qui pourrait vous intéresser. Mais il y en a plusieurs autres, en fait, qui pourraient être d'intérêt pour vous. Et il y a aussi une section qui porte sur des compléments d'information sur certaines populations, où là, finalement, on essaie d'exposer les réalités plus spécifiques ou les besoins plus spécifiques vécus par certaines populations, comme vous voyez à l'écran. Donc, c'était vraiment pour vous donner un avant-goût, en fait, là, de ce qui se trouve dans ce matériel-là. Et comme je le disais tantôt, ben, on trouvait intéressant de finir sur une petite capsule vidéo pour vous montrer, là, en fait, pour vous donner le goût d'aller un peu plus loin. Avant de la montrer, je me permets quand même de descendre ici et vous dire que ce qu'on a développé, c'est vraiment une invitation finalement au dialogue. C'est une invitation à pouvoir vous réunir entre gestionnaires avec les intervenants pour finalement voir qu'est-ce qui peut être adapté à vos pratiques individuelles, mais pour citer Philippe Chandron, des fois, l'alignement des étoiles ne se fait pas si facilement. Il y a des pratiques organisationnelles qu'il faut qu'ils soient aussi affinés, adaptés. Donc, les contenus qu'on a développés appellent nécessairement à des rencontres puis à des conversations beaucoup plus profondes. On n'est pas dans un type de contenu qui est nécessairement lié à des lignes directrices à adopter plus que des questions et des pistes de réponse pour pouvoir, dans le fond, accompagner une réflexion puis des conversations chez vous dans le cadre de rencontres d'équipe ou de supervision clinique. On sait aussi que c'est un matériel qui s'utilise dans le cadre de formation continue, mais aussi dans les universités et les formations collégiales. Donc, sur ce, je vous montre là à quoi ça pourrait ressembler, cette section-là. Si vous rentrez dans la section entrevues, témoignages et vidéos, vous allez voir en défilé là, toutes les capsules qu'on a produites. Et je pense que ça peut vraiment être une super belle façon, en fait, d'appréhender ou de se familiariser finalement avec notre contenu. Donc, pour les fins de cette présentation, on va finir avec cette petite capsule qui touche au thème accompagné, donc qui a aussi fait partie de la conversation d'aujourd'hui ou de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous la laisse à l'écran.
quand une personne nous arrive puis nous fait une demande d'aide, puis qu'on tombe tout de suite dans un mode solution, on peut tomber dans le piège que la personne peut se sentir paternée par nous parce qu'on va tomber dans un mode solution puis on va lui dire quoi faire. On va être dans un rapport intervenu. Moi, le premier, si on agissait comme ça avec moi puis on me mettait des solutions dans la bouche qui ne m'appartiennent pas et qui ne me ressemblent pas, mais je ne serais pas enclin à amorcer un changement. Il faut vraiment prendre le temps de connaître la personne, connaître qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses buts. Et puis même si l'objectif et le but peut sembler être un peu fou pour nous, mais de l'accompagner dans qu'il atteigne ses buts, il atteigne ses objectifs. Comme ça, il commence à avoir les victoires dans sa vie en place d'avoir les échecs. Quand on donne un objectif à quelqu'un que c'est pas vraiment ça qu'il veut, ça va juste amener à un échec. De voir la personne avec ses forces, ses capacités, parce que c'est avec ça que la personne va pouvoir avoir un tremplin pour autre chose. Donc, c'est avec sa débrouillardise qu'elle va se procurer sa drogue, bien, c'est avec cette même débrouillardise-là qu'elle va pouvoir se trouver un logement ou faire face à d'autres grands défis qui vont être devant elle. Fait que moi, je pense qu'il faut être capable de ressortir le meilleur des gens qui sont devant nous. Moi, je le vois comme une course de fond. Et l'erreur des intervenants qui prennent une course de fond avec l'énergie d'un sprint, ça résulte pas mal souvent à couper le lien. Il va y avoir un épuisement, un jugement qui va embarquer, pourquoi il ne fait pas ce que je lui dis, une incompréhension, mais qui va toujours arriver pratiquement en bout de ligne que le lien va s'effriter, ou que la personne va être coupée du service, ou que la personne va se sauver aussi du service parce qu'on va y avoir fait peur. Les changements petits pas, je pense que c'est toujours ça. Pour la personne, c'est du succès, puis pour nous aussi comme intervenants, pour des personnes qui ont des problématiques tellement grandes, je pense qu'on se met à faire des interventions plus concrètes, puis avec des objectifs réalistes, mais c'est sûr que ça semble beaucoup moins lourd, beaucoup moins compliqué en tout cas. Donc, à ce moment-ci, je laisserai à l'équipe ou à Marie-Ève le soin de terminer la rencontre. Moi, de mon côté, je pense que ce que je réitérerais, c'est que ce sont des pratiques qui peuvent se ventiler après d'une multitude de façons. On a regardé la littérature scientifique qu'on a couplée finalement au constat qui ressortait de rencontres qu'on a eues avec différents experts. Ce qui était jugé porteur, en fait, quand on a commencé à développer ces ressources-là ou le guide des bonnes pratiques, c'était l'importance de penser un guide le plus flexible et modulable possible, comme la problématique de l'itinérance ou le phénomène de l'itinérance peut donner lieu à des portes d'entrée très, très diversifiées, que ce soit par une multitude de problématiques, c'était de créer finalement un contenu qui peut se consulter de manière excessivement à géométrie variable, avec une très grande intensité ou avec une petite un petit temps en fait disponible pour regarder tout ça. Fait que je pense qu'on espère que le pari a été relevé ou la mission a été relevée de créer quelque chose qui peut être vraiment pertinent pour une très, très grande diversité de professionnels avec des besoins ou des disciplines variées. Et pour finir, si vous souhaitez rester en lien avec le CREMIS, comme je le disais, l'itinérance est un champ, une thématique de recherche forte au CREMIS, très actif au niveau de la mobilisation des connaissances aussi. Fait que vous pouvez, par l'entremise du site web du CREMIS, vous tenir informé en fait des nouvelles ou ce qui se passe chez nous. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette directement sur la page d'accueil du site du CREMIS. Sur ce, je te redonne la parole, Marie-Ève. Merci beaucoup, Rachel. Puis j'invite vraiment les gens à aller voir le site. Ça va répondre là, à plusieurs des situations que vous pouvez avoir cliniquement, que là, on a vu accompagner, mais quand quelqu'un est hospitalisé, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand quelqu'un a une comorbidité, dépendance, santé mentale. Donc, la plupart des grands enjeux là, que vos équipes peuvent vivre, ou les équipes avec lesquelles vous collaborez sont là. Puis comme Rachel le disait, c'est des capsules
très rapides, là, donc qui peuvent être écoutés comme ça, puis qui sont avec des outils là, que vous allez pouvoir regarder qui sont vraiment très, très bien faits. Donc, merci beaucoup. Alors, Annie, je te repasse la parole pour terminer la session. Merci Marie-Ève. Merci à toutes nos invités, tous nos invités collaboratrices, Guylaine, Hélène, Philippe, Rachel, c'était fort intéressant. Donc, quelques mots pour clore cette rencontre. Donc, avant de passer à nos activités à venir, pour la prochaine rencontre qui va avoir lieu le 2 novembre, donc, on va aborder les propositions 4 et 6. Donc, accueillir la demande initiale de service et assurer la sécurité de la personne et favoriser des collaborations formelles avec les acteurs clés. Donc, des choses qu'on a entendues là, au cours des 2 dernières rencontres. Ce qui est important de noter, c'est que la formule de la rencontre va changer. On souhaite avoir avec vous une discussion sur les pratiques organisationnelles pour créer un espace d'échange sur l'application de ces propositions-là. Donc, on vous invite à vous préparer. Pensez à vos enjeux, pensez aux approches innovantes qui ont été mises en place dans vos établissements, par exemple sur l'accueil de la personne, peu importe où la demande a été faite. Le filet de sécurité qui est mis en place en attendant que l'offre de service soit faite. Les partenariats aussi qui permettent, entre autres, de répondre aux besoins énoncés, par exemple, en attendant que l'établissement soit en mesure d'offrir des services à la personne, et ça dans un souci de respect mutuel des rôles et responsabilités de chacun. Donc, on va vous envoyer sous peu l'entrée d'agenda avec quelques questions préparatoires. Mais vraiment, on compte sur votre collaboration, sur votre participation à la rencontre pour que ça soit riche. Parce que l'objectif, c'est vraiment que ça réponde à vos besoins et donc ça soit pas seulement notre matériel. Donc, cette rencontre-là s'adresse plus spécifiquement aux chefs de service. Évidemment, les infirmières, les directrices de soins infirmiers vont peut-être moins y trouver leur compte, mais demeurent quand même les bienvenus. Donc, voilà pour la prochaine rencontre. Ensuite, les prochaines activités à venir. Nous aurons une discussion clinique. Donc, celles-ci se poursuivent comme depuis les derniers mois. La prochaine va avoir lieu la semaine prochaine, lundi prochain sur l'heure du midi. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web où vous avez tous les liens pour vous inscrire. Il y a ensuite différents colloques, le colloque dépendance et douleur, très intéressant, qui va avoir lieu au mois de novembre. TDO 6, qui continue. Il y avait quatre thématiques. Le prochain, c'est sur les services à bas seuil et la réduction des méfaits. Donc, ça devrait être fort intéressant le 16 septembre. Donc, ça s'en vient cette semaine. Et ensuite, comme Marie-Ève vous parlait, le Centre d'expertise et de collaboration en troubles concomitants, ça fait partie de la boîte à outils. La 3e activité scientifique, dans le fond, il y a une activité scientifique annuelle, va avoir lieu le 10 novembre. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire. Une grande nouvelle, on est maintenant sur Facebook, donc vous avez le lien pour vous abonner. On va y mettre différentes publications là. Alors, voilà, en plus de notre YouTube et de notre bulletin de nouvelles habituel. Enfin, si vous voulez le calendrier des prochaines rencontres, il est disponible et on va envoyer des entrées d'agenda pour les rencontres jusqu'au mois de juin. Celles-ci sont aux 6 semaines. Donc, vous avez toute l'information pour nous joindre. Si vous avez des questions, des commentaires, un besoin de soutien, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit le 2 novembre. Merci et bonne journée.